Bonjour à tous, bonjour Julie et bienvenue pour le 33e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Un épisode enregistré avec une météo désastreuse. On est le samedi 10 février, c'est très dur, je veux dire à partir de 16h de l'après-midi, il faisait déjà tout noir dans l'appartement où nous enregistrons le podcast. Un épisode réduit aussi, mais pas moins dense, puisque dans les 3 films qu'on va aborder, ce sont des films sur lesquels Morgane on a beaucoup à dire. Que ce soit La zone d'intérêt de Jonathan Glazer ou La bête de Bertrand Bonello et le dernier Dali de Quentin Dupieux. Autrement, on n'a pas de film VOD, mais en termes de débat, on y a réfléchi, on a pensé à plusieurs choses. Alors d'abord, il y avait comme un petit air de confinement avec les salles de cinéma qui risquent de fermer pendant les Jeux Olympiques. C'est la rumeur, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments pour étayer ça, donc on y reviendra sûrement quand il y aura des articles sur le sujet. Ouais, on reste à l'affût, en tout cas, sur ce sujet-là. C'est vrai que les gens ont accueilli ça assez froidement, ce qui est assez logique. Normal. Et puisque ce ne sera pas forcément que le cinéma qui sera impacté, évidemment, il y aura plein d'autres lieux. Mais nous, on se concentrera surtout sur le cinéma et on n'oubliera pas, en tout cas, dès que ça passera que ce sera officiel, même si on n'espère pas, même s'il y a quand même du Lac qui a annoncé qu'ils allaient fermer leurs salles, donc c'est un réseau de 5 salles à Paris, mais voilà, on en parlera évidemment quand ce sera plus étoffé, comme tu l'as dit Julie. Et finalement on a choisi un autre oui, c'est ce que j'allais dire, Morgane. En revanche, il y a comme un petit air, et je le dis de manière un petit peu cynique, de MeToo dans le cinéma français. Alors bon, on va pas, Morgane et moi, passer 2 heures là-dessus, mais quand même, de mon côté, je voulais revenir sur les récents articles dans la presse, dans les médias de manière générale, à propos des déclarations faites par Judy Godrèche concernant Benoît Jacot, de ce qui a été dit aussi concernant Jacques Doyon, je l'ai mal prononcé. J'ai toujours dit Doyon. Non, parce qu'il me semble qu'on dit Doyon, avec les 2 L. Bah, va pour Doyon. Et je sais pas, en fait, ce sont pas des réalisateurs dont je connais très bien le cinéma. Je me suis jamais penchée dessus. Par le passé, Philippe Garrel, donc j'avais vu quelques films et j'aimais bien ce qu'il faisait. En revanche, on va rentrer un peu plus là-dedans, Morgane, mais de mon côté, ce qui est clair, c'est que ce sont ces réalisateurs, en fait, maintenant que je sais en fait ce qu'ils ont fait, ce dont ils sont accusés, ce dont je n'avais pas connaissance auparavant, je ne sais pas comment fonctionnent les autres cinéphiles ou les autres spectateurs, mais moi, quand je sais que un acteur ou un réalisateur est accusé de violence sexiste, sexuelle, d'agression sexuelle envers des actrices, des assistantes ou que sais-je, de mon côté, Morgane, moi j'ai du mal à regarder leurs films et j'ai même tendance à ne pas aller les voir. Par exemple, typiquement, Roman Polanski, il a fait un de mes films préférés, Le bébé de Rosemary, j'accuse, je ne suis pas allée le voir exprès parce que je peux pas, quoi. Oui, alors tu parles de ces films récents, mais par exemple, est-ce que tu serais apte à revoir Rosemary's Baby ou éventuellement Le Locataire ? Chez moi, je pense... Mais alors, en fait, c'est un petit peu hypocrite ce que je dis là. Je pense que je vais avoir moins de mal à le regarder chez moi. En revanche, je vais pas forcément me déplacer exprès au cinéma pour voir leurs films en salle. Là, je vais même pas appeler au boycott. C'est-à-dire, en fait, Morgane, je vais pas dire aux gens de ne pas aller voir un film. Chaque personne fait ce qu'elle veut. Mais de mon côté, c'est vrai que je vais pas m'activer pour les voir, en fait. Je sais pas toi comment ça fonctionne, mais...
En fait, c'est particulier, Julie. Je pense que, alors, effectivement, ça dépend de ta relation avec le réalisateur en lui-même. Par exemple, si c'est un cinéaste que tu adores, je peux comprendre que, par exemple, tu aies encore envie de voir certains de ses films, même si tu es conscient de ce qu'il a fait. Donc, mais par exemple, si c'est un cinéaste encore en vie, comme Roman Polanski, qui continue à faire des films, effectivement, bah, moi j'adore ses premiers films. Clairement, Rosemary's Baby, je trouve ça génial. Chinatown, c'est génial. Le Locataire, c'est mon film préféré de Polanski. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Mais effectivement, déjà, j'ai pas forcément envie de les revoir souvent. Et surtout, ces derniers films, je ne suis pas allé les voir. Je n'ai pas vu Le Procès et je n'irai pas voir aussi son film qu'il a tourné. Je n'ai plus le nom d'ailleurs. The Palace, je crois. Oui, l'espèce de Ruben Östlund du pauvre. Oui, c'est ça. Et je ne sais même pas s'il y a un distributeur, mais dans tous les cas, il me semble qu'il y avait des rumeurs que le film sortirait en avril ou en mai. Je n'irai pas le voir, voilà. Mon relation se situe là. Après, là, on est vraiment sur du cas général. Après, on parlera, je pense, plus en profondeur de ce qui s'est passé pour mettre un avis, notamment sur ce cinéma-là des années 80, etc. Cinéma français, plus précisément. Effectivement, Julie, tu pourrais bien le préciser. Et non, alors du coup, pour revenir à ma relation à ça, effectivement, par exemple, Hitchcock, je sais que ça a été une ordure avec certaines de ses actrices. Il les a même limite harcelées sexuellement. Enfin, limite, non, il l'a fait. Lars von Trier, c'est pareil. Mais j'arrive à revoir certains de nos films parce que c'est un cinéaste qui compte beaucoup. Enfin, c'est deux cinéastes qui comptent beaucoup pour ma cinéphilie. Et voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est un rapport un peu de violence. Mais après, je sais très bien que ces personnes-là, ça peut être des ordures, etc. Et puis, le cinéma qu'ils font n'est pas forcément, on va dire, aussi imbriqués que ça avec leur personnalité. Alors bon, Lars von Trier c'est un peu particulier, mais Lars von Trier, au-delà de ces faits qui se sont passés, mais c'est surtout concentré sur Björk au moment de la réalisation de sa Palme d'Or Dancer in the Dark. On ne sait pas, visiblement il n'y a pas eu d'autres accusations, en tout cas vis-à-vis de Lars von Trier, mais son cinéma, c'est un cinéma très violent, sombre, dépressif en fait. Et voilà, est-ce que c'est un cinéma d'agresseur sexuel? Je ne pense pas, mais en tout cas, on ressent en tout cas sa personnalité dans ses films. Mais ce n'est pas, par exemple, le cas par rapport à Benoît Jacot, par exemple, qui fait des films. Toi, tu connais mal, mais moi, j'ai vu 2-3 films. Après, ça m'a pas forcément marqué sur le coup, mais effectivement, en lisant des articles là récemment, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un cinéma qui remet toujours les mêmes sujets sur la table, ce qui est chez beaucoup de cinéastes, mais là, c'est souvent des cas en fait, d'abus de jeunes filles par des personnes plus âgées. En fait, j'ai l'impression que c'est un cinéma où ce sont des jeunes filles qui, par quelques miracles scénaristiques, se retrouvent à être comme séductrices de figures plus âgées à leurs dépens ou volontairement, mais comme dans une espèce de projection en fait de la part du cinéaste. Oui, il y a une forme d'ambiguïté dans les films en fait où on ne sait pas si c'est elle qui séduisent volontairement ou si c'est l'homme qui est séduit par la jeunesse de la fille, sa beauté, etc. Et du coup, les rapports sont particuliers dans les films. et effectivement, on se rend compte que à la lumière de ce qui a été donc à la fois dit par Judith Godrèche, qui a été entre guillemets, on va dire, en couple pendant 6 ans avec le réalisateur de ses 14 ans à 20 ans peut-être, je crois. Mais je dis entre guillemets parce que est-ce que c'était vraiment un couple? Visiblement, voilà. C'était une forme d'abus. Oui, voilà, c'est ça. Quand on lit les témoignages, c'est assez hallucinant. Mais juste pour en revenir, Morgane... Pardon, vas-y, je t'en prie. Juste sur la liste des actrices, il y avait Isil Lebesco aussi qui a pris la parole, et Julia Roy qui est la plus récente, en tout cas celle qui pourrait être, en tout cas, ne pas... Il n'y a pas de prescription. Voilà, il n'y aurait pas de prescription sur la forme de... Alors elle, par contre, elle n'était pas mineure, elle avait déjà 23 ans, je crois, mais elle a subi des abus à la fois sexuels, mais aussi de violences physiques. Donc, et c'est des rapports qu'il a toujours eu donc avec ses femmes en les invitant notamment à chaque fois à Venise. C'est toujours une sorte de modus operandi, de mode opératoire de prédateur. Et à chaque fois, c'est je te promets de le faire tourner dans mes films et toujours des jeunes femmes, et une fois qu'elles sont plus assez jeunes, entre guillemets, je sais pas s'il les jette littéralement, mais en tout cas la relation s'envenime en tout cas entre il les finit par effectivement les jeter. Et parce que ce réalisateur le dit souvent, il y a eu plusieurs phrases qu'il a dites, et qui revient tout le temps, c'est toujours la même chose, c'est il peut pas faire de film sans tomber amoureux de son actrice, voilà.
Il y a plusieurs choses par rapport à ce que tu disais, Morgane. Déjà, pour mettre les pieds dans le plat et parler littéralement de cancel culture, hein, parce que c'est aussi de ça dont il est question. Enfin, pour moi, là où j'essaie de faire la part des choses, c'est que, alors, premièrement, sur des réalisateurs, des cinéastes morts et de manière générale sur des artistes morts, que ce soit des écrivains, des romanciers, que ce soit des peintres, j'essaie de ne pas appliquer, on va dire, ce que je pense en termes d'idées, de morale à l'heure actuelle, sur des vieux peintres, sur des vieux romanciers, sur des vieux réalisateurs, et surtout sur des personnes qui sont plus vivantes, qui sont mortes. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, si je vois un film d'Hitchcock, Hitchcock était un salaud, mais je donne pas d'argent à Hitchcock. Il est mort, il est plus là. Donc, j'ai moins de scrupules à regarder un film. Ça me dérange plus, comme je le disais tout à l'heure, d'aller au cinéma, c'est-à-dire de faire la démarche, parce que j'ai l'impression... Enfin, pour moi, quand je vais au cinéma voir un film, il y a toujours une part de soutien, parce que j'y vais, je paie ma place, et puis derrière, toi comme moi, Morgane, on n'est pas seulement des spectateurs qui allons voir des films et qui en discutons entre nous. On en discute ici à Caméra, on en discute aussi des films sur les réseaux sociaux. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une espèce de démarche proactive en tant que cinéphile. Donc, voilà, quand je vais voir un film, pour moi, je suis obligée de faire la part des choses. Après, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais enfin, on a tous nos limites, en fait. Et les limites que j'ai, moi, c'est tout ce qui est, en fait, réalisateur accusé d'agression. C'est plus possible. Tout à l'heure, je parlais de Philippe Garrel. Bon, L'amant d'un jour, j'ai aimé. Son avant-dernier film, pareil, je sais plus quel film c'était juste après L'amant d'un jour, qui était en noir et blanc aussi, celui avant les marionnettes, j'ai oublié le titre. Ouais, j'ai plus le nom, mais... Pareil, mais bref, j'avais aimé aussi. Oui, pareil, j'avais bien aimé ces derniers films. Là, voilà, je pourrais pas y retourner, quoi. Pour ce que tu disais, en fait, sur les intrications, on va dire, entre... Là, les réalisateurs dont on parle, donc encore une fois Benoît Jacquot et Jacques Doyon, j'ai failli dire Doyon de nouveau, oui, il y a clairement une intrication, en fait, vie privée, film, et en même temps une espèce d'impunité générale qui s'est installée pour plusieurs motifs. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait dit que c'était un arrangement avec la morale à ce moment-là, qui était que fallait laisser une espèce de liberté, fallait pas être pudique parce que c'était mal vu, etc., etc. Ce qui donnait prétexte à n'importe quoi, c'est-à-dire aller avec des gamines, enfin littéralement. Hein. Et en même temps, il y a là-dedans une espèce je trouve, d'ambition mal placée. C'est-à-dire que, enfin, Judith Godrèche, quand elle était ado, moi, ce qui m'a frappé, en dehors du fait qu'elle ait été malmenée, manipulée, et bon, c'est de la pédophilie, je veux dire, on va pas passer par quatre chemins, c'est que ces femmes, jeunes filles jusqu'à femmes, en fait, systématiquement, elles ont été en plus comme volées, dépouillées de leur histoire. C'est-à-dire que les cinéastes concernés ont fait leur film en travaillant leur scénario à partir de ce que ces jeunes filles à jeunes femmes leur disaient de leur vie, de leurs émotions, de leurs envies. Et ça aussi, je trouve que c'est affreux. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas spécialement créditées au générique autrement qu'en tant qu'actrices ou... Enfin, sont vite fait considérées comme muses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on lit... c'était publié dans Le Monde, principalement, les articles. Après, Télérama en a aussi parlé. Et Libération. Mais quand on lit tout ça, on se rend compte qu'on les a mis, en fait, dans une position, une posture passive, alors qu'en vrai, elles sont... au même titre que les cinéastes qui ont abusé d'elles, créatrices des films concernés. Ah, c'est vrai que Julie, elles ont pris part, notamment, je pense à... Il y en a un exemple peut-être plus probant que les autres, c'est Judith Godrèche avec le film de Jacques Doyon, une jeune fille de 15 ans que je n'ai pas vue, où effectivement, elle avait 15 ans, c'est né de la discussion, des différentes discussions en tout cas entre le cinéaste et elle, et effectivement le cinéaste s'est servi de Judith Godrèche pour faire un film. En plus, bon, après il y a eu le cas du fait qu'il ait
fait entre guillemets partir, bien entre guillemets, enfin pas officieusement partir l'acteur qui devait jouer la personne. D'ailleurs que c'était une scène qui n'était pas prévue de base, qui a été changée le scénario au cours du tournage, où en fait elle a finalement un rapport avec quelqu'un de 45 ans et finalement c'était le réalisateur et les scènes apparemment il y a eu plusieurs prises, enfin ça a été assez, enfin il y a eu cauchemardesque. Il y a eu clairement un acte de pédophilie filmé en direct quoi. Mais voilà, pour revenir sur le film, voilà, c'est ça, c'est des cinéastes vampiriques en fait qui se servaient alors il parle de chair fraîche d'ailleurs. Mona Jacot, lorsqu'il disait qu'il s'échangeait les actrices, c'est ça en fait, c'est des chairs à dévorer et on se retrouve à avoir des films qui, en fait, des films qui devraient peut-être être des films de co-scénarisés, en tout cas, pas réalisés, parce que c'est le réalisateur qui est derrière la caméra, mais co-scénarisés avec la jeune actrice, mais finalement qui se font voler un peu leur vie, autant que leur création. Et ça a créé des... Enfin, on se rend compte que c'est vraiment une double domination, en fait, à la fois du corps, mais en même temps de l'esprit aussi. Il y a une vraie manipulation. Alors, effectivement, en fait, c'est particulier, l'acte de création, parce que tu peux t'inspirer de la vie des gens et écrire dessus. Mais là, en fait, c'est un peu particulier, c'est que c'est la personne qui dictait. Et, c'est comme si, effectivement, il avait un dictaphone et il prenait toute la moelle créatrice, tout ce que la personne disait pour ensuite s'en servir pour faire le film. Littéralement, c'était ça, quoi. Et c'était des cinéastes, en fait, qui avaient vraiment ce côté-là. En fait, je peux comprendre, à l'époque, en tout cas, même si il y en a qui disent que les journaux étaient complices, etc. Mais je peux comprendre d'une certaine manière que ce soit des films portés au nu, parce qu'en fait, c'était des films avec une forme de vérité, en fait. Oui, c'est un cinéma qui se voulait réaliste sur l'adolescence, voilà. La puberté, et pas étonnant qu'il l'était, puisque, encore une fois, il y avait une forme de vol, en fait, de la vie de ces personnes-là. C'est pour ça que, par exemple, moi j'aime bien les films de Philippe Garrett, parce que je me rends compte qu'il fait filmer la jeunesse, etc. Pas forcément la jeunesse, d'ailleurs, il y avait aussi des acteurs plus âgés, mais avec une forme de vérité qui est assez impressionnante, avec d'ailleurs des budgets encore plus petits que, par exemple, que chez Bino Jacot ou Jacques Doyon. Il y a ça aussi, Morgane, chez Brissot, un film que tu aimes bien sur les jeunes de banlieue, je crois. De Brie et de Fureur, ouais, c'est un film sur la banlieue, effectivement, dans les années 80. Bon, Brissot, c'est encore différent, parce que lui, il a encouru une peine, il a été jugé et il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine. Donc pour moi, ça revient, c'est encore un peu différent. Je comprends que des gens ne veuillent pas avoir de film de Brissot parce qu'il a fait des harcèlements sexuels à des actrices, mais c'est encore différent de remettre en fait ce cinéaste sur le même niveau que les autres. Alors bon, je dis ça, c'est normal parce que c'était aussi les mêmes techniques, mais c'est important aussi de rappeler qu'il a quand même purgé sa peine, etc. Ça, je pense, parce que bon, un cinéaste une personne qui a fait un crime et qui fait de la prison, il a quand même droit à une seconde chance. Enfin, une seconde chance, c'est un peu mon credo, et je pense que toi aussi t'es d'accord, vu que tu viens de dire bien sûr. Oui, Morgane. Et puis d'ailleurs, à cet effet, moi, ce qui ma crainte par rapport à ce qui se passe, elle est à plusieurs égards. Sur, on va dire, le fond des films. En fait, j'ai toujours peur, on va dire, des glissements idéologiques. C'est-à-dire qu'à cause de ce qui s'est passé et parce que les choses, on va dire, n'ont pas été réglées correctement, enfin, clairement, là, il y a eu un dépôt de peine, mais comme il y a prescription, et c'est compliqué, la prescription... De plainte. Oui, de plainte, pardon. Et la prescription, c'est compliqué. J'avais lu... un article là-dessus, je ne sais plus où, qui était très intéressant sur est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre la prescription. Et en fait, la prescription, ça fait partie, on va dire, des socles du droit français. Alors, à titre personnel, et donc pour avoir lu énormément sur le sujet, je suis contre la prescription, notamment dans les cas d'inceste. Parce qu'en fait, on peut se réveiller... Non, mais c'est ça. Oui. C'est ça, Morgane. En fait, imagine, il s'est passé quelque chose, t'es un gamin, et en fait, c'est à 30-40 ans que tu te réveilles, et quoi, il y a prescription ? Bah non, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais que c'est compliqué, parce que, en même temps, la prescription, on va dire... tout un tas de... j'ai pas envie de dire vertu, mais ça a une certaine logique aussi, tu vois. Enfin... Mais en fait, dans ces cas-là, c'est-à-dire que la société, elle fait tellement mal les choses, c'est-à-dire le nombre de victimes à qui on
on ne donne pas droit à la justice. Et en fait, rien qu'au regard de ça, c'est-à-dire de ça de manière purement factuelle, qui est que, on le sait, la plupart des cas d'inceste ne sont pas punis, parce qu'il n'y arrive même pas à avoir de procès, et quand bien même il y a des plaintes, il n'y arrive même pas à avoir des condamnations. C'est pareil pour les viols. Donc, ouais, en fait, la prescription, je suis relativement contre, parce que au bout d'un moment, faut bien aider les victimes, en fait. Et l'un des blocages par rapport aux victimes, c'est qu'il y a cette fameuse prescription. Donc bon, là, on est un petit peu coincé. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, j'en reviens au début sur le glissement, ouais. Oui, sur le glissement, c'est que, en fait, à cause, quelque part, pour le dire simplement, d'un droit français qui n'est pas assez protecteur et qui n'est pas, je dirais, assez agissant par rapport aux agresseurs, et de manière générale d'une société qui n'est pas assez protectrice et agissante, on se retrouve vers des glissements moraux que je trouve assez inquiétants. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, on va dire, le fameux débat qu'on a souvent, toi et moi, Morgane, c'est « il faut plus qu'il y ait de scènes de sexe dans les films ». Parce que s'il y a des scènes de sexe dans les films de manière manichéenne, ça veut dire que le cinéaste est forcément pourri. Ou alors, on confond, et là, tu vas peut-être dire quelques mots là-dessus, on confond des réalisateurs qui sont certes des connards, mais pas forcément des agresseurs. Et ça, c'est encore un autre problème pour moi. Ouais, là, on rentre plus dans le droit du travail, en fait. Voilà. Comme des abus de managers, des personnes qui ont des patrons qui sont une forme de harcèlement, en fait, mais et pas de la sacro-sainte politique d'auteur aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ouais, si tu veux me lancer là-dessus, Julie, alors je dis pas que c'est bien, les cinéastes qui ont des pratiques des petits dictateurs sur un tournage. Non, c'est pas bien du tout, même. Qui sont fatigants, toxiques, ou qui ont besoin d'une forme d'hystérie sur un tournage. Je pense notamment parce qu'en fait, dans l'article de Télérama, qui a des très bons passages, notamment par rapport à Clotilde Esme, actrice qui a joué notamment dans Les Amants réguliers de Philippe Garrel, et qui justement a subi une tentative de baiser et de choses de ce genre de la part du réalisateur, dit à la fin de l'article que en fait elle serait pas contre l'idée de faire au contraire de faire des films sulfureux avec des scènes de nu, etc., mais du moment que ce soit dans une forme de l'égalité, qui est en déjà. Consentement, en fait. Alors juste petite précision par rapport à cet article sur Télérama, Morgane, il est en avant-première sur le site pour ceux qui sont abonnés. Oui. Il sera disponible à la lecture version papier sur le magazine qui sort pour la Saint-Valentin. Oui, c'est pas bon d'ambiance, mais en même temps, c'est important. C'est important, oui. Mais du coup, pour revenir sur l'article, il y a pas mal de name dropping pour expliquer un peu ce qui va pas dans ce cinéma français, qui est issu notamment d'après la Nouvelle Vague, avec des cinéastes qui sont arrivés après, dans les années 70 et surtout 80, où en fait, comme c'était des auteurs, ils avaient une sorte de mini-déification, comme d'impunité, de petits dieux, ouais, qui du coup ont choisi de prendre tirer profit de leur domination, de leur stature, pour faire tourner beaucoup de jeunes femmes. Du coup, beaucoup d'actrices ont une carrière un peu plus compliquée dans les années 80, notamment Catherine Deneuve, ce genre d'actrice. Et du coup, effectivement, des cinéastes qui ont pu abuser de cette situation. Et à côté, on a des films qui ont été tournés par des cinéastes un peu tyranniques. Je pense notamment à Piala. Il y a eu aussi, comment il s'appelle Oui, par des gros cons. Il y a eu Zulawski aussi. Zulawski, voilà, j'ai cherché, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est un cas connu pour le fameux Possession avec Isabelle Adjani, voilà, qui en avait elle-même parlé. Et plus tard, donc plus récemment, on peut citer Abdelatif Kechiche, qui sont des cinéastes qui, effectivement... pour La vie d'Adèle. Oui, pour La vie d'Adèle, mais aussi pour la plupart de ces films, en fait. En tout cas, surtout ces récents, parce que les anciens, c'est un peu différent. Puis visiblement, les acteurs sont un peu moins traumatisés de tourner avec Abdelatif Kechiche. Et voilà, c'est des cinéastes, en tout cas, qui ont des pratiques de tournage qui sont, en termes de droit du travail, on va dire, un peu
chaudes, notamment... Qui sont hors des clous. Ouais, on va dire notamment Keshish qui tourne 24 heures de suite avec les gens qui sont épuisés, les acteurs qui sont incités à boire pour pouvoir donner des scènes d'ivresse, mais du coup, ouais, est-ce qu'on est d'accord, ok, on a signé, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Ça d'ailleurs, Morgane, c'est quelque chose que j'avais lu sur les scènes d'ivresse, de boîtes, de clubs en général, c'est que, et je veux bien le croire, apparemment, c'est très difficile d'avoir des scènes comme ça dans des bars, des clubs, etc., qui soient spontanées. Et je dis pas que c'est bien, hein, mais je comprends comment dans la tête de quelqu'un qui veut que ça fasse, on va dire, cinéma réel ou cinéma vérité, je le dis de manière caricaturale, on fasse boire les gens pour que ça semble réel. Mais je trouve pas ça bien en soi, mais je comprends la facilité, on va dire. Ouais, en fait, c'est un peu délicat. Enfin, on pourrait trouver ça bien, mais en même temps, est-ce que c'est bien parce que du coup, il y a des moments où tu peux faire des choses à des acteurs et est-ce qu'ils étaient d'accord au final? C'est un peu délicat, mais là, on rentre dans un autre cadre en fait. Alors, c'est de l'abus, c'est du forme de peut-être d'harcèlement, notamment chez certains acteurs, notamment je sais Gianni qui a mal vécu sa relation avec Zulawski sur le tournage de Possession, où Zulawski l'a malmené en fait. Oui, mais il voulait des ambiances hystériques. Voilà, ça se ressent d'ailleurs dans le film. Hein. Mais voilà, ce sont des cas qui sont différents et qui, à mes yeux, sont certes, on va dire, répréhensibles d'une certaine manière. Je comprends que les acteurs n'aient plus envie de tourner avec ces réalisateurs et que, voilà, c'est dommage que d'en arriver là pour certains films, mais en même temps, c'est une manière de travailler et c'est quelque chose comment dire, difficilement applicable au même niveau que des réalisateurs qui abusent sexuellement, qui violent des femmes. Et voilà, c'est un peu la difficulté de comparer ça dans un même, enfin de sortir ça dans un même article au point de faire un peu genre quelque chose d'un peu confus quoi, pour dire que le cinéma français, en fait. voilà, le cinéma français c'est comme ça et en fait c'est tous des violeurs. Alors ouais, non, en fait c'est pas tous des violeurs, mais effectivement il y a des salauds, on l'a dit d'ailleurs ce terme, et des violeurs. Et est-ce que quoi qui est mieux que l'autre? Peut-être que c'est un peu mieux les salauds que les violeurs, mais après effectivement ce serait peut-être bien aussi qu'en général les tournages se passent bien et qu'on arrive quand même à ressortir quelque chose de beau et puissant par des manières beaucoup plus saines, on va dire. Mais si ces genres de choses arrivent, c'est pas bien. C'est bien d'ailleurs de le dire. C'est bien que Léa Seydoux, par exemple, prenne la parole et dise que Keshish, ça a été traumatisant. Mais aussi, c'est bien de ne pas non plus forcément caler ces cinéastes-là qui ont eu des pratiques un peu compliquées avec des cinéastes qui, pour le coup, sont des violeurs. Voilà, c'était... Non, je suis d'accord avec toi, Morgane, dans le sens où pour moi, il faut faire la part des choses. Après, il y a un changement d'époque aussi qui est assez indéniable, c'est-à-dire que tous ces comportements-là, déjà, effectivement, il ne faut pas tout mélanger, et à partir du moment où c'est répréhensible par la loi, en fait, il faut faire quelque chose. Enfin, je veux dire, l'impunité, voilà, ça concerne tout le monde, hein, que ce soit d'un côté des agresseurs ou des gens qui, effectivement, ne respectent pas le droit du travail. D'autant plus que c'est ce qui s'est passé sur le film de Keshish. Il y avait La vie d'Adèle, les techniciens ont fait... je crois que limite, il a été... je sais plus, faudrait vérifier, mais je me souviens qu'à l'époque, ils avaient été mécontents, ils avaient... ça était allé au niveau du droit du travail. Je crois que, voilà, à ce niveau-là, tu peux faire des choses et c'est très bien. Donc, voilà. Oui, après, voilà, s'il y a des cinéastes qui ont des pratiques absolument abusives, et si derrière, on va dire que la justice fait pas son travail, bon, pourquoi ils changeraient? Enfin, je veux dire, c'est de leur faute, mais en même temps, si derrière on laisse faire, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Enfin, il y a pas grand-chose à faire de plus. C'est le même cas pour les agresseurs. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'agresseurs sexuels qui s'en sortent sans rien et du coup, ils continuent à faire des films. Roman Polanski, oui. C'est ça le problème. Et encore une fois, le problème pour Roman Polanski, c'est qu'il a échappé à son jugement. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il avait été jugé, condamné, purgé sa peine, etc. Alors bon, on va dire que c'est particulier parce que ce qui s'est passé, la personne, elle lui a pardonné. Bon, mais c'est pas la question. La question, encore une fois, c'est qu'il a échappé au procès, au jugement, etc., etc. Donc moi, à ce niveau, je suis assez contente qu'on change d'époque. En fait, la seule chose que j'espère, et c'est un vœu pieux que je fais, Morgane, c'est que ce changement d'époque se fasse
à la fois au bénéfice de tous pour avoir des environnements de travail plus sains, au bénéfice des acteurs et surtout des actrices pour qu'elles puissent bénéficier, on va dire, d'une carrière qui soit pas en dents de scie, parce que on préfère les corps des adolescentes nubiles à ceux de femmes de 40-50 ans. Et j'espère que ça se fera pas au détriment de ce qu'on peut raconter dans des films au cinéma. Et c'est pour ça, je pense, Julie, qu'il y a le travail, un job qui a été créé, c'est... Coordinateur d'intimité ou coordinatrice d'intimité. Voilà, dont on avait déjà parlé sur certains films, puisque ça avait été utilisé notamment, je crois, pour l'été dernier de Bria. Et donc voilà, il y a des nouveaux types de travaux, de métiers qui naissent, et c'est très bien. Du coup, on peut réussir à faire des films comme celui de Bria l'été dernier, dans un climat moins houleux que, par exemple, les précédents films de Bria. Et c'est pas plus mal, en fait. Voilà, donc je pense que... On a terminé sur le sujet, à moins que tu voulais dire autre chose, Julie. Non, pour moi, on a fait un petit peu le tour, mais on va voir ce qui va se passer, et puis on espère toujours avoir des films aux matériaux, on va dire, intéressants à décortiquer. À cet effet, Morgane, celui dont on va parler, il y a pas mal de choses à dire. Il a aussi un certain succès en salle, à la fois critique et par rapport au bouche à oreille. C'est La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Quatrième long métrage en 23 ans du très rare cinéaste britannique Jonathan Glazer, La zone d'intérêt est l'adaptation du roman du même nom de Martin Amis. Un film qui a fait grand bruit lors de sa présentation au dernier festival de Cannes, de par son sujet et son dispositif qu'on détaillera dans notre critique, et qui notamment l'a placé grand favori du festival, mais finalement reparti avec le grand prix du jury à une marche de la Palme d'Or. D'ailleurs, au générique, on retrouve Sandra Hüller, l'actrice principale d'Anatomie d'une chute, ainsi que Christian Friedel, découvert dans Le Ruban blanc de Michael Haneke, également une Palme d'Or. Julie, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire du film ? Oui, alors c'est l'histoire du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig, qui s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec un jardin à côté du camp. Oui, vous m'avez bien entendu. Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Oranienburg, leur petite vie idéale menace de s'effondrer et il cache l'information à son épouse. Quand Hedwig l'apprend, elle refuse de quitter sa maison de rêve. Donc je suppose que là, Morgane, on va parler du film, on va forcément spoiler. À mon avis, quasi tous les gens qui nous écoutent l'auront vu. Bon, c'est un film particulier, quoi. Oui, c'est un film particulier parce que bon, le film déjà commence par un écran noir de, je dirais, 3 minutes, peut-être un peu moins, avec une musique de Mika Chou. Alors c'est Mika Levy, son vrai nom, Mika Chou c'est son nom d'artiste, c'est une actrice, notamment juive, hein, comme son nom l'indique, qui est surtout proche collaboratrice de Glazer, j'ai cherché son nom, j'allais dire Friedkin, je sais pas pourquoi, de Glazer depuis Under the Skin, son précédent film, et je crois qu'elle a fait aussi la BO de son court-métrage qu'il a fait entre les deux, donc j'ai oublié le nom, qui était plutôt pas mal. Et c'est aussi une musicienne qui a fait des super bons albums et qui a aussi fait les BO d'un cinéaste que j'aime moins pour le coup que Glazer, c'est le réalisateur de El Condé, Pablo Larraín. Oui, bon, effectivement, là c'est un petit peu niveau tâcheron. Enfin voilà, du coup, niveau entrée en scène dans le film, c'est un peu particulier. Je pense que les gens qui ne savaient pas ce qu'ils allaient voir se sont demandé ce qu'ils allaient voir, s'il n'y avait pas un problème d'image, parce qu'il y avait le son mais pas l'image. Ah oui, parce que en plus c'est un film, en fait ce que tu dis là, Morgane, cette ouverture avec juste l'écran noir pendant 3 minutes, bon c'est un peu expérimental quand même, dans le sens où en soi, c'est quelque chose que le cinéma expérimental a déjà fait, mais là où c'est expérimental, c'est plus par rapport au contexte. C'est un film qui a des moments expérimentaux, dont celui-là, cet écran noir de 3 minutes, mais qui est diffusé dans un circuit mainstream. C'est-à-dire, on le retrouve dans à la fois des cinémas RSC, des multiplex, bref, c'est un film qui marche très bien, et donc qui est confronté à un public qui n'a pas spécialement l'habitude de voir ça.
Oui, puis Julie, c'est un film d'expérimental de quasiment 2 heures. C'est pas souvent. Souvent, on a des courts-métrages expérimentaux. Ou alors, c'est effectivement des films qui sont dans des circuits un peu différents. Glazer, lui, il avait déjà fait le coup avec Under the Skin, qui est beaucoup plus expérimental que Birth, par exemple, son deuxième film, ou même Sexy Beast, son premier, qui avait des sujets assez particuliers, notamment Birth. D'ailleurs, on parlait de rapport entre des gens avec des âges très différents. Et dans Birth, c'est effectivement la réincarnation d'un mari chez un enfant avec Nicole Kidman, donc c'est particulier comme film, mais moi j'adore, c'est un très très beau film. Mais voilà, Under the Skin, c'était beaucoup plus expérimental dans la forme et dans la narration, d'ailleurs peut-être un peu trop, parce que la deuxième partie du film était moins intéressante que la première partie, voire un peu dispensable, même si la fin était assez violente. Et là, la zone d'intérêt, c'est pareil, donc c'est peut-être encore plus particulier parce que c'est un film historique, alors que Under the Skin c'était une fiction totale. Là, dans la zone d'intérêt, il part d'un fait réel en fait, donc la vie de la famille Haus à Auschwitz. Donc effectivement, ils avaient une maison qui était collée au mur de Auschwitz, et où ils ont une vie en fait à peu près normale, en apparence en tout cas, et en tout cas avec des problématiques qui sont des problématiques qu'on a tous, hein. Il faut bien avoir un travail, il faut bien manger. Une vie normale de classe moyenne, avec le pavillon, le jardin, voilà. La petite piscine. Voilà, d'autant plus que Julie, la promotion du commandant Haus à Auschwitz leur a permis d'avoir un lieu de vie qui n'avait visiblement pas avant, parce que elle le dit dans une des scènes à sa mère, et la mère qui rend visite justement à sa fille voit le jardin, la piscine, c'est la vie de rêve en fait, c'est limite la villa californienne mais à Auschwitz. Et effectivement, la menace du fait qu'il doit quitter son travail crée une espèce de tension qu'on a notamment dans certains films sociaux, sur des déclassements sociaux en fait, sauf que là en fait c'est pour aller justement gérer de loin en fait toute la solution finale en fait. La solution finale, c'est le plan en fait pour éradiquer les juifs, et donc manœuvrer là-dessus, sauf que du coup ça voulait dire aussi quitter Auschwitz, donc finalement il y a seulement le commandant qui est parti, la femme est restée. Et à la fin, en fait, il revient parce qu'en fait, il était tellement bon, tellement fort dans le massacre des Juifs. Et son successeur ne l'était pas. Voilà, qu'il leur rappelle. Et voilà, en fait, c'est un film assez particulier parce que du coup, on a ça, et à côté, on a tout ce qui est le dispositif formel, qui est en fait un film avec différents, d'ailleurs, régimes d'image. J'aime bien utiliser ce terme, mais effectivement, des images qui sont en vision nocturne, thermique, en fait. Par moment, on a aussi des images qui sont d'ordre documentaire en fait, parce qu'il y a une séquence qui se passe dans Auschwitz à notre époque, dans en fait qui est devenu un musée en fait, l'ancien camp, et les images en elles-mêmes du film qui sont dans la maison, quand on lit un peu comment ça a été fait le film, on se rend compte qu'il a mis en place plusieurs caméras pour en fait filmer les acteurs comme s'ils étaient filmés par des caméras de surveillance. Tu vois bien en plus les cadrages choisis, soit c'est un peu en hauteur à certains endroits, et en fait quand un personnage quitte un plan et qui se retrouve dans le couloir par exemple depuis la cuisine, le cut est tellement particulier, c'est pas un cut qu'on peut voir dans un film classique. Là, on a l'impression que de voir en fait quand tu as un tableau de bord de quelqu'un qui est derrière son bureau, qui surveille un magasin par exemple, on a la caméra qui filme un point, et ensuite la caméra d'après, on voit la personne qui sort et qui rentre dans un autre plan, et ça fait le même effet dans le film en fait. En fait, c'est une organisation, Morgane, de caméra que je qualifierais de panoptique. C'est-à-dire que ça fait littéralement penser à une prison. Donc pour essayer de faire visualiser ça, quand on est dans une prison, je sais pas si les gens, tout le monde n'a pas fait la prison, moi non d'ailleurs, non plus à ma connaissance. On parle d'expérience. Oui, non, mais en fait, c'est toujours compliqué de retranscrire à l'oral dans un podcast une image, mais bref, je vais essayer. Donc la prison, il y a un côté, on va dire 360 degrés dans la manière dont on peut tout observer. C'est une construction architecturale qui se veut, on appelle ça un panoptique. Et là, dans la zone d'intérêt, c'est, Morgane, je trouve la même chose. C'est-à-dire que les caméras sont disposées de telle manière qu'il n'y a absolument aucun angle mort, à la fois dans la maison et à la fois à l'extérieur de la maison, dans le jardin. Donc on voit... ça permet de voir la famille Haus sous toutes les coutures, en fait, de gauche, de droite,
d'en haut, comme en contre-plongée. Enfin, on voit Et encore absolument d'en haut, tout. Et même en sous-sol. La caméra elle, quand même monte pas trop parce qu'effectivement ce qu'il y a au-dessus, derrière le mur, on va voir on voit à peine les bâtiments du camp, mais voilà. Mais oui, je vois je suis d'accord avec toi, Julie. C'est vraiment un côté, on a l'impression que en fait on englobe ces personnages. C'est un drôle d'effet dans le sens où quand on voit un film, par exemple, un chant contre chant au moment d'un dialogue, on voit le personnage A, on voit le personnage B, ça change, mais c'est toujours le même type de plan. Et je le dis pas de manière critique. Je veux dire qu'il y a une convention là-dedans. Là, dans la manière dont cette famille-là est filmée, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans leurs déplacements, il y a vraiment un affranchissement des conventions cinématographiques de la part de Glazer. Et c'est ça qui contribue, je trouve, à la fascination qu'on peut éprouver vis-à-vis de ce film, malgré ses défauts, sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Mais c'est un film qui, moi, et sachant que je l'ai vu il y a plus de 15 jours, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a vu, Morgane, mais... Oui, il y a 15 jours, ouais. Il m'est pas mal resté en tête parce que ce dispositif-là, ce côté panoptique fait que c'est impossible à oublier, en fait. C'est marquant, je trouve. Je voulais revenir sur... non, on l'a pas encore abordé, mais disons que dans la presse, dans les médias, et beaucoup de gens qui l'ont vu, ont pas mal parlé du hors-champ par rapport à Auschwitz. Pour moi, il y a un autre hors-champ, en fait, qui est assez significatif et que tu as abordé, Morgane, c'est sur le lien entre la famille Oss et le nazisme quand tu as dit qu'ils avaient comme des problématiques dans leur vie quotidienne qui peuvent être liées à des problématiques que des gens ont dans notre mode contemporain. En fait, leur adhésion au nazisme, c'est comme une adhésion à une entreprise, voire à un syndicat, en fait, ou à un parti politique. Alors forcément, là, c'est particulier, mais ce que je veux dire, c'est que quand la grand-mère vient et voit effectivement que sa fille s'est élevée dans la pyramide sociale, en fait, on comprend que la famille Oss adhère au nazisme parce qu'elle leur permet de s'élever socialement. Et c'est là aussi un des aspects du hors-champ du film que je trouve intéressant. C'est comment, en fait, cette ascension sociale se construit. C'est-à-dire que leur adhésion, elle n'est pas seulement idéologique, c'est qu'elle leur sert, en fait. Elle leur permet de monter comme ça dans la pyramide, d'avoir des relations avec des pères qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et on devine, en fait, sans peine, en voyant la zone d'intérêt, qu'ils sont adhérents au nazisme depuis longtemps. Et que ça ça s'immisce dans absolument toute leur sphère publique, privée. C'est-à-dire que la Hedwig Oss, elle correspond au modèle idéal du nazisme. Elle est blonde, elle a un côté femme forte, elle a fait plein d'enfants, elle a donné plein d'enfants quand même pour repeupler la Terre. Enfin, je veux dire, on sent qu'en fait, non seulement ils travaillent énormément, mais qu'en plus, ils ont donné à la fois de leur mental, de leur chair, de leur corps. Enfin, ils sont vraiment les pieds joints jusqu'au bout du cheveu dans le nazisme. Oui, c'est ça, c'est impressionnant cette manière de montrer le nazisme en fait comme une entreprise en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, on sait que le nazisme a pas mal mis en place certains concepts au niveau industriel, etc. Donc on comprend en fait à quel point ça a pu infuser notamment le monde moderne, toutes ces pensées dans le nazisme. Eh bien, c'est en fait, un peu particulier à le dire, mais c'est vrai. Hein. Il y a eu des travaux, je ne sais plus quel historien, mais récemment, il y a 1 ou 2 ans, qui a sorti un livre sur le sujet qui explique, et qui... quand je dis qui explique, preuve à l'appui, comment effectivement le nazisme a influencé certains procédés que nous connaissons à l'heure actuelle dans nos entreprises modernes. Et là, quelque part, je trouve ce film permet de renverser la vapeur en disant, on a l'impression en fait que c'est comme aujourd'hui, mais mis sur l'avant, alors qu'en fait, c'est cet avant-là qui est l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelque chose un peu de vertigineux là-dedans, Morgane. Oui, complètement. Et puis ça permet de raccorder le film. En fait, c'est un film historique, mais en même temps, il parle aussi un peu de notre époque. Et, mais sur le côté du dispositif, le film, il est impressionnant. Mais il en pâtit un peu aussi, à mes yeux en tout cas, parce que
déjà le dispositif très hygiénique, hein, faire un film hygiénique sur le nazisme, c'est quand même un peu particulier parce que du coup, effectivement, il y a des cendres à un moment donné, on voit des cendres, il y a aussi un moment où on voit du feu au loin. Je vais te dire quelque chose d'affreux, Morgane, il y a un petit côté tellement vrai chez les nazis, quoi. Un peu, ouais, mais oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Mais non, c'est surtout, enfin oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce côté hygiéniste, c'est vraiment que c'est un cinéma d'une très grande froideur. Alors pas la même froideur qu'on a chez Haneke, parce que Haneke est un réalisateur assez cruel et sadique, alors que le Glazer pas du tout, son film n'est pas sadique du tout, d'ailleurs il y a aucune... Alors il y a des petites micro-humiliations de juifs, notamment une scène assez violente, d'ailleurs qui apparemment a vraiment eu lieu quand Edwige Hoss dit à sa servante que si elle pouvait la faire tuer, en fait, littéralement. Oui, via son mari. Via son mari. Apparemment, c'est une phrase vraiment prononcée. Voilà. Et ça donne d'ailleurs à la zone d'intérêt, je trouve, Morgane, une allure de docu-fiction quasiment. Oui, complètement. Et voilà, ça c'est ce genre de phrase, un peu, bon, c'est une forme de sadisme, mais c'est pas la même chose que chez Haneke. Mais voilà, la froideur chez Glazer, elle est plus une sorte de froideur muséale, un peu galeriste, un peu poseur aussi, on peut dire, de cinéaste qui croit très fort en son dispositif, mais garde une forme de distance quand même, une forme de supériorité peut-être, qui par moments m'a un peu gêné, notamment sur un sujet sur le nazisme, et qui m'a un peu refroidi et complètement, m'a empêché de complètement adhérer au film, même si je trouve le film assez fort. Alors il y a des moments peut-être moins passionnants, notamment lorsqu'on quitte un peu la résidence et qu'on suit ensuite le mari dans sa nouvelle vie. Alors c'est pas très long, hein, ça doit durer 20 minutes dans le film quand même, mais je trouve qu'on perd un peu tout l'intérêt du dispositif. Ouais, en fait, on est plus dans la chronique historique, voilà, classique et banale. Et c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que mise en comparaison avec ce qu'on a vu avant dans la maison de la famille Hoss, ça fait un peu pâle figure à côté. Voilà, alors c'est paradoxal parce que pour le coup, en fait, on quitte le dispositif, ce qui me gênait un peu avant, et on va vers quelque chose de un peu plus respirable peut-être. Mais bon, ça va un peu dans l'anecdotique en fait. Même si c'est quand même le moment où on va voir ce personnage vomir, parce qu'il est pris d'une sorte de Hulker. Je suppose, on comprend. Hein, c'est surtout qu'il y a un raccord après qui nous emmène 60 ans en avant à notre époque dans le musée, et qu'on suppose que c'est en fait le mal qu'il fait qui lui ressort, parce que bon, lui il fait ça. Oui, c'est psychosomatique en fait. Voilà, c'est ça, lui. Alors quand oui, tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il utilise des images du camp d'aujourd'hui et pas des images de reproduction du camp de l'époque. Oui, et ça, pourquoi, Morgane? C'est parce que il y a toujours eu, on peut peut-être en parler un petit peu, toi, si tu es d'accord. Il y a toujours eu, on va dire, je sais pas si c'est une polémique ou disons une réserve d'ordre moral largement compréhensible à la représentation de ce qui a pu se passer dans les camps de concentration et d'extermination, notamment à Auschwitz, parce que, pour rappel, on n'a pas d'image filmée de ce qui s'est passé, notamment dans les chambres à gaz, ce qui, au passage, a permis à tout un conspirationnisme nauséabond de se développer à travers les années. Oui, c'est comment on les appelle, les révisionnistes. Oui. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ne montrent pas, en fait. Oui, c'est ça. Alors bon, on a quand même des images d'Américains qui déterrent et qui se rendent compte qu'il y a des corps et des corps et des corps à Auschwitz, notamment c'est dans Nuit brouillard de Alain Resnais, mais effectivement il n'y a pas il y a pas les exactions qui ont été filmées, mais en même temps ce qui est un peu logique, hein. On va pas filmer les exactions, surtout que dans la chambre à gaz c'est compliqué de filmer vu que c'était un truc qui cramait et que voilà, on pouvait pas mettre de caméra, mais effectivement le problème de la représentation de la Shoah est souvent posé, et puis ça a été très connu parce qu'il y a eu une fameuse phrase de Jacques Rivette sur le film de Capo, qui est un film italien sur les camps. Le Travig est une affaire de morale, en fait, où c'est un mouvement de caméra qui part à travers les grilles d'un personnage qui va mettre sa main en fait contre la grille, un personnage qui a beaucoup souffert pendant tout le film de juifs dans un camp, et en fait la caméra se déporte, sans faire de mauvaise blague, pardon, mais je veux dire chercher un meilleur mot que déporter, désolé. Je trouvais ça très drôle, désolé. Non, glisse, voilà, on va dire. Voilà, la caméra glisse
jusqu'à la main. C'est très bien. Avec une espèce d'effet de dramatisation et qui est... Alors, est-ce que c'est vraiment obscène ou pas dans un film là-dessus? Et pour Jacques Rivette, ça l'était. Et du coup, en fait, ça a lancé ensuite toute une question morale sur comment représenter la Shoah au cinéma. Mais en soi, c'est à peu près un sujet qu'on peut faire de tout en général, de l'horreur, de l'histoire, etc., même de l'esclavage, je pense, en Amérique. Il y a des cinéastes qui filment ça de manière un peu complaisante. C'est une question sur la complaisance, en fait. Pour le coup, je trouve que Glazer l'évite complètement la complaisance. Alors, il y a des gens qui trouvaient qu'il était complaisant. Moi, je trouve qu'il n'est pas complaisant. En fait, il y a des gens qui trouvent qu'il est complaisant parce que, ça aussi, on est un peu obligé. C'est-à-dire que le film serait le reflet ou, disons, un écho assez fort de la fameuse banalité du mal de Hannah Arendt. Moi, je trouve que le film, c'est pas que ça et que c'est pas forcément vraiment ça. En fait, c'est à la fois ce qui m'a plu dans La Zone d'intérêt et ce que je lui reproche, c'est que je trouve que c'est un des films les plus intelligents que j'ai vu ces dernières années. Enfin, vraiment, Glazer, gros cerveau. Oui, complètement. Tu comprends pourquoi il fait des films tous les 10 ans, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais oui. Et en dehors de ça, c'est clairement un film avec une mise en scène forte, qui est fascinant, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on en a la preuve rien que là, Morgane, toi et moi, quand on en discute. Et on voit tous les ressorts et en même temps, il y a moyen à la fois de théoriser, on peut tirer des fils ici et là, voilà. Et c'est un peu ce que je lui reproche, c'est que c'est un film très intelligent, La Zone d'intérêt, et en même temps, j'ai l'impression que c'est un film qui est fait pour que je théorise dessus. Et en même temps aussi, je me suis sentie enfermée comme dans un aquarium de poissons, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir pénétré dans un tube et puis d'avoir eu des poissons qui se sont déplacés tout autour de moi. Et en même temps, on est fasciné, effrayé. Enfin bref, c'est vraiment dans le dispositif. Tu parlais muséal. Et oui, je me suis sentie presque plus au musée que dans un cinéma. Et je sais pas, du coup, si j'ai vraiment apprécié le film ou pas. C'est-à-dire, je reconnais sa maîtrise, mais je me suis sentie prise à mes dépens dans quelque chose qui... je parle même pas d'émotion parce que forcément le film met mal à l'aise. Le film est censé mettre mal à l'aise. Et c'est aussi un peu l'intention et c'est normal. Et on va pas au cinéma de toute façon que pour être à l'aise. Mais... Dans sa manière d'enfermer le spectateur, je peux pas m'empêcher de trouver ça un chouïa démagogique, en fait. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça. On est devant et on est forcé de se dire c'est horrible le nazisme. Et en même temps, j'ai pas attendu Jonathan Glazer pour le penser, pour le concevoir. Donc ça m'embête un petit peu par rapport à tout ça. Et d'un autre côté aussi, ce qui fait que ça m'embête, c'est que je suis forcée et obligée de reconnaître, Morgane, que y en a eu quelques-uns des films qui parlent du nazisme, de la Shoah, etc. Et là, mine de rien, ce que Glazer a fait, moi, j'ai jamais vu ça, comme j'ai jamais eu connaissance de ça au cinéma. Donc, quand bien même le film, je suis perplexe dessus à certains égards, pour moi, c'est un film qui fait date et qui va rester dans les mémoires parce que il est inédit en soi. Ouais, je te rejoins complètement, Julie. Et on parlait des limites du dispositif, mais en même temps, le film n'est pas obscène non plus, comme l'avait, à mes yeux, je trouve, le film de Laszlo Nemes. Le fils de Saul. Le fils de Saul qui, par moments, justement, voilà, pour le coup, c'était vraiment l'expérience sensorielle du vie ma vie du juif dans le camp. Je trouve le film assez ignoble par moments, dans ce côté un peu spectacularité du dispositif que garde quand même une certaine distance Glazer. Et en fait, cette position un peu entre deux où je fais quand même un truc super brillant et intelligent et en même temps un peu damagogique et muséal qui m'a un peu mis à mal à l'aise et qui est un défaut en fait dans le film, puisque du coup tu peux pas complètement adhérer au film, c'est ça le problème. Mais voilà, c'est un film assez impressionnant. D'ailleurs, ce que j'avais dit en sortant du film, c'est impressionnant. Voilà, c'est un film impressionnant. Non, c'est vrai. Et puis, je peux pas m'empêcher de me dire aussi qu'il a une certaine valeur dans le contexte actuel dans lequel il sort. Dans la mesure où, on sait que sur tous ces sujets-là, et notamment la Shoah, le travail de mémoire est extrêmement important.
Et quand même, on a l'impression que beaucoup a été dit, et notamment au cinéma. C'est très bien quand même qu'un film comme ça sorte, rafraîchisse les mémoires et montre les choses telles qu'elles semblent avoir été, puisque Glazer, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu pas mal de recherches. J'avais lu ça, j'ai trouvé ça assez incroyable dans les travaux préparatoires de la zone d'intérêt. Glazer est juif déjà, donc je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi de vouloir aller vraiment dans pas forcément réel, mais voilà, quelque chose de très travaillé, quoi. Oui, mais il a aussi essayé de faire en sorte d'avoir trouvé des personnes, des individus qui ont côtoyé directement la famille Oz pour donner, on va dire, un cachet réaliste à son film. Et bon, la démarche, elle est louable. Hein. Moi, j'ai pas envie de dénoncer ou de clouer au pilori ou quoi que ce soit. C'est juste que... il y a, je sais pas, en fait, là encore, je vais être caricaturale, mais il y a un côté, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu une pub UNICEF qui me montre des enfants décharnés et qui me dit, pour lutter contre la faim, donnez-nous de l'argent. Enfin, je dis quelque chose... Sans ce côté un peu, quand même, vulgaire. Non. Voilà. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. En fait, il franchit pas la ligne jaune, mais il marche dessus. Oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui est profondément déstabilisant dans la zone d'intérêt, c'est que on sent qu'on a vu un bon film, mais on sent aussi que, sans dire qu'on s'est fait avoir, qu'on nous a rendus un peu prisonniers. Voilà, exactement. Je pense que tu as dit le bon mot pour clôturer sur la zone d'intérêt. On passe à un film qui n'a rien à voir. Ouais, ce que j'allais dire, c'est marrant, on fait le grand écart. On passe à Dali, en fait, de Quentin Dupieux. Il est omniprésent depuis quelques années dans le paysage cinématographique français, avec ses films courts, ses castings remplis de grands noms façon Wes Anderson. Je parle bien sûr du réalisateur Quentin Dupieux que nous avions déjà chroniqué ici à Arrêt Caméra pour parler de Fumer fait tousser. Il revient cette fois avec un film d'1h17 consacré à l'un des artistes espagnols parmi les plus connus du XXe siècle, ce qui me permet, à titre personnel, de faire preuve d'un peu de chauvinisme, le peintre surréaliste Salvador Dali. Oui, parce que Julie est d'origine espagnole, c'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, c'est vrai, bon, avec mon accent... On l'a dit dans d'autres épisodes, mais si vous n'avez pas écouté ces épisodes, voilà, je vous le dis. Bah c'est bien, ça me permet de le rappeler. Morgane, le résumé de Dali. Alors oui, ça va très vite, hein. Tu le dis bien, c'est marrant. Tu fais bien Jonathan Cohen en Dali. Oui, j'aurais pu jouer dans le film. Voilà. Alors, dans le cadre d'un projet de documentaire, une journaliste française rencontre à plusieurs reprises Salvador Dali, l'un des principaux représentants... On va pas le faire à chaque fois, je le précise. Surréalisme et l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle, comme tu l'as si bien dit, Julie. Merci beaucoup, Morgane. Donc, on rigole, mais... j'ai pas aimé le film, voilà, je suis désolée. C'est bizarre parce que tu vois, tout à l'heure, quand on disait que la zone d'intérêt, on l'avait vu il y a 15 jours et qu'il nous était pas mal resté dans les mémoires, bah là, Dali, on l'a vu il y a quoi, une semaine, même pas, il y a 6 jours. Et je vais exagérer, mais j'ai presque l'impression de l'avoir complètement oublié. Alors, je suis un petit peu méchante. J'ai bien aimé le dispositif du film, c'est-à-dire de faire jouer Dali par plusieurs comédiens. Bon, ça, c'est très Buñuel. C'est ça. Enfin, cette partie-là, avec son film là, cet obscur objet du désir, où il y a deux actrices qui jouent Conchita, Carole Bouquet et l'autre, je suis désolée, j'ai oublié son nom, la pauvre. Mais voilà, enfin bref, c'est bien évidemment une idée récupérée du cinéma buñuelien. Pourquoi pas, c'est bien. C'est une idée complètement surréaliste. Ouais. Oui, voilà, et ça correspond bien au sujet du film. Donc là, voilà, on a Pio Marmaille, on a Edouard Baird, on a Jonathan Cohen, et il y en a d'autres aussi, j'ai plus tous les noms. Ah, bah, il y a Gilles Lelouch. Oui, Gilles Lelouch, mais il y en a aussi. Il y en a d'autres qui jouent des variantes beaucoup plus... il y a Dali vieux déjà. Voilà. Et même au bout d'un moment, on a Anaïs de Moustier qui joue dans une mini-séquence, une sorte d'avatar de Dali aussi. Ouais. C'est ça. Alors, tous les Dali ne se valent pas. Jonathan Cohen, j'ai bien aimé. Edouard Baird, bon, je suis pas une grande fan de l'acteur, contrairement à beaucoup de gens, vu qu'il bénéficie d'un certain capital sympathie. Mais il est bien dans le film. Pio Marmaille, bon... on voit très peu, d'ailleurs. Oui, on voit très peu, et heureusement, je veux dire, on dirait qu'il a été là pour prendre le cachet et partir. Pio Marmaille, c'est marrant, c'est comme dans Les Trois Mousquetaires. J'arrive et en fait, je suis là de 3 scènes, quoi. Voilà, bon, pourquoi pas. Peut-être qu'il n'était pas assez convaincant, c'est possible. Je me demande s'il n'avait pas fait jouer les séquences. Alors ça me
plairait de savoir, d'ailleurs, si vous êtes au courant, peut-être, si en fait il a fait jouer toutes les mêmes séquences aux acteurs et il a choisi celle qu'il préférait à la fin. Ce serait marrant. Ça aurait pu être drôle, ouais, je sais pas. Mais ça devait être éprouvant. Et Ouais. bon, Gilles Lelouch, je me demande encore ce qu'il faisait là-dedans, mais bref, pourquoi pas. Et voilà, il y a une idée, tout ça, bon, c'est très bien. Le côté surréaliste du film, j'ai bien aimé aussi, comme par exemple l'ouverture où on voit une espèce de toute petite fontaine avec un filet d'eau qui s'écoule comme ça dans le sol. Les boucles qu'il y a dans les films où on a l'impression de Jamais en sortir. voilà, de jamais en sortir, c'est-à-dire d'un réveil perpétuel, d'un cauchemar un petit peu étrange. Bon, en termes de scénario et de narration, j'ai bien aimé. Mais cela dit, je trouve que ça fait assez maigre. Et en fait, je commence à être un petit peu fatiguée du cinéma de Quentin Dupieux. Je commence à en avoir vu quelques-uns de ses films. Et là, en vrai, pour Dali, j'ai le même problème, Morgane, que pour Fumer fait tousser. C'est que je trouve que son cinéma est pas drôle. Et comme il est pas drôle et que c'est censé être des comédies, j'ai pas envie de me forcer à rire, donc je souris, mais je m'ennuie. Je peux comprendre, Julie, c'est un peu le problème en fait de Quentin Dupieux et je pense que c'est le cas depuis beaucoup d'années. Alors on n'a pas vu Yannick pour le coup, alors que pas mal de gens disent que c'est génial, donc que c'est le meilleur film de Dupieux depuis longtemps. Et j'ai peur d'être déçue parce que je me dis, bon, si c'est comme Fumer fait tousser ou la Dali, ou au poste, enfin voilà, et encore au poste des trois que je cite, poste, ouais. voilà, pour moi c'était le mieux, mais Le Dain par exemple c'était pas très bien, moi j'ai pas trop aimé Le Dain, donc je vais pas refaire la filmographie de Dupieux, juste je trouve que son cinéma commence à pantoufler un petit peu, quoi. c'est ça, il s'est un peu pris comme dans une sorte de boucle son cinéma, À l'image de Dali. en fait je pense que le problème de Dupieux c'est qu'il a fait son meilleur film, alors c'est pas mon film préféré de Dupieux mais je pense que c'est son meilleur film, Réalité, avec Alain Chabat il y a quasiment 10 ans maintenant, et depuis en fait c'est toujours des formes un peu décevantes de ce film là en fait, d'un film où il y avait déjà un dispositif où on a l'impression qu'à un moment donné on est dans un film etc, et ce côté un peu poupée gigogne qu'il y a en fait qu'on retrouve notamment par le système du rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve, ce qui est très amusant et plutôt bien fait en fait, c'est bien foutu, mais qui est un peu redondant. Alors c'est pas ce que j'ai moins aimé dans le film pour le coup, mais voilà, en fait on rigole toujours un peu aux mêmes choses, et le problème c'est que je trouve que tout n'est pas réussi dans Dali, en tout cas ça c'est sûr. Le film en fait tu comprends en fait ce qu'il veut, il veut donner une sorte d'instantané, enfin pas d'instantané mais de cristallisation de ce que pouvait être le Dali, c'est-à-dire un peintre qui était pas forcément un très bon peintre. Enfin moi j'aime pas trop Dali, mais en même temps je suis outrée, Morgane, tu ne peux pas dire ça. si vas-y. C'est pas un peintre que j'aime beaucoup, ma mère adore Dali, et je peux comprendre en fait, c'est plus les images qu'il a pu créer qui peuvent rester en mémoire, notamment les fameuses montres qui coulent. Voilà, il y a un côté un peu iconique dans son art, où le visage, tu sais, avec en trompe-l'œil avec les fenêtres et tout. Enfin, c'est ça, c'était un grand faiseur d'images, pas forcément un très bon peintre, et surtout c'était une personnalité en fait très forte, voire beaucoup plus forte que ses œuvres en lui-même. C'était en fait Dali, c'était lui-même l'œuvre d'art en fait, d'une certaine manière. Et on sent l'attachement de Dupieux en fait à Dali pour sa personnalité, justement, son positionnement en tant qu'artiste, qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui pouvait faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Et c'est ça aussi qui est censé être marrant dans le film, mais il y a des scènes qui sont à cet égard un peu étranges, notamment quand Dali touche les seins de sa maquilleuse. Je sais pas, c'est un peu bizarre. En fait, on dirait que Dupieux montre ça en disant que à l'époque, les artistes étaient libres de peloter les femmes comme ils voulaient sans qu'on les accuse d'agression sexuelle. Et je sais pas, je sais pas trop quoi en penser en fait. En fait, il y a une forme d'ambiguïté, je suis d'accord avec toi sur cette séquence notamment. C'est pas clair du tout. Peut-être plus que la séquence d'humiliation par le réalisateur oui, par Roman Duris, le producteur d'Anaïs Demessier, qui est la réalisatrice du documentaire, la journaliste, qui pour coup, bon, bah, là tu peux te dire oui, bah, il montre le producteur, c'est un salaud, il se comporte très mal, il dit à sa réalisatrice d'être jolie, etc. Donc voilà, mais là pour le coup, le problème c'est que c'est pas un gag, alors que là c'est un gag
dans Dali qui dit ça. Enfin, c'est pas lui qui fait le gag en plus. C'est en fait, le problème, c'est que ça vient de la maquilleuse elle-même qui dit bon, c'est un artiste, donc et c'est bizarre en fait. Ouais, voilà. Oui, en fait, on dirait un homme qui parle à la place d'une femme, alors que jamais. Enfin, et là où c'est bizarre, c'est que c'est une femme qui dit ça dans un contexte années 70. Donc, bah oui, c'est normal, c'est un artiste, il touche les seins. Et ce que ça dit, je trouve, c'est que oui, à l'époque, la femme, elle avait moins un balai dans le cul, en fait. Enfin, j'ai l'impression que Dupieux, il me dit ça. Voilà, c'est ça le problème. C'est bizarre. J'ai du mal à situer où se trouve Dupieux, dans cette séquence en tout cas. C'est pour ça que j'ai vu des gens dire que c'était un réalisateur misogyne. Moi, je sais pas s'il est misogyne ou pas. En tout cas, je pense qu'il est un peu réac. Moi, je comprends qu'on se pose la question. En fait, je veux pas lui dire qu'il fasse le prouveur, Dupieux. Ouais. On lui dit pas de faire un film féministe. Mais... montrer une femme en 2024 qui dit c'est normal qu'on me touche les seins sans m'avoir posé la question devant tout le monde. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, voilà. Mais là où j'ai quand même des réserves, c'est que comme c'est un provocateur Dali, est-ce que le film prend un peu en fait la psyché de Dali en lui-même mis dans ce film-là, t'as l'impression que c'est normal. Mais bon, voilà, après, c'est peut-être se me faire des nœuds au cerveau, mais sans faire de procès d'intention à Dupieux. Mais c'est vrai qu'il faudra se questionner sur la plupart de ces films ensuite pour voir si est-ce qu'il est misogyne ou pas. Après, bon, là n'est pas forcément l'intérêt de la discussion, mais... Oui, on n'est pas là pour faire non plus les gendarmes. Le procès Mais c'est très bien d'en parler, effectivement, parce que c'est une séquence qui, moi aussi, m'a troublé. J'ai pas forcément rigolé devant cette séquence. Bah non, j'ai eu un rire jaune plus qu'un... Oui, c'est ça. Et puis, non, mais après, tu vois, tu parles du côté provocateur de Dali Morgan. C'est marrant, mais cette subversion, moi, je l'ai pas trop senti dans le film. Après, je peux comprendre parce que c'est pas forcément l'intention du film. C'est-à-dire que mais ça m'a manqué. C'est-à-dire que, en fait, le film, je trouve, c'est concentré et c'est la partie plus ou moins la plus réussie. Et encore, si on tient pas compte du côté ennuyeux, comme je le disais, du cinéma de Dupieux ces derniers temps. Mais... redondant, c'est redondant. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que il faut qu'il ponde un film par an. Bah là, il nous a pondu un film sur Dali, tu vois. Voire deux par an, en fait. Oui, c'est un peu, c'est comme Hong Sang-soo, mais version française. Ouais, sauf que Hong Sang-soo, il fait des bons films. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais non, en fait, il s'est concentré, comme je disais, et c'est la partie la plus marquante du film, sur le surréalisme par rapport à Dali, mais la partie provocatrice, en fait, elle est, vite fait dans son discours et encore pas tellement. Enfin, ça manque un peu de subversion. Ça manque, en fait, ça manque d'éclat ça manque de folie comme film. C'est finalement pour un film sur Dali, j'ai trouvé que c'était très sage. Un peu, ouais, c'est vrai, t'as raison, Julie. Le problème du film, moi, que j'ai par rapport au film, c'est que tu sens que Dupieux, il s'éclate à faire son film dans le film, mais moi je n'ai pas trop d'intérêt en fait sur tout ce qui est Anaïs de Moussy dans le film. Bien sûr, mais même tu vois, quand tu dis Morgan qui s'éclate à faire un film dans le film, moi c'est aussi pour ça que j'aime de moins en moins ce qu'il fait, c'est que j'ai l'impression qu'il s'éclate lui tout seul. Voilà, tout seul. On dirait un enfant qui joue avec ses Legos dans sa chambre. Ouais. Et pourquoi on me montre ça, tu vois? C'est ça. Non mais je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui marche dans le film, c'est les acteurs en fait. Il y en a en fait qui sont très mauvais, qui font très mal Dali, mais pour moi ça m'a fait rire parce que justement j'ai l'impression qu'il en est conscient du peu que Gilles Lelouch fait très mal Dali, mais du coup il le met quand même pas mal et c'est assez marrant de le voir se ridiculiser. Et il y a des gens qui ont trouvé que c'était un défaut du film. Moi je trouve au contraire que c'était drôle. Donc voilà. Et par contre Jonathan Cohen est génial. Enfin il est très fort et en fait voilà tout ça fait que le film tient. Et puis Jonathan Cohen, ça lui permet de faire autre chose que ce qu'il faisait d'habitude. L'imposteur, que Serge le Mytho, voilà à chaque fois. Et donc voilà c'est assez marrant parce que du coup le film m'a fait rire, mais après j'en garde pas grand chose parce qu'effectivement le problème c'est qu'il veut essayer de faire un film surréaliste, mais sur le surréalisme, enfin sur Dali qui est une figure du surréalisme, mais il le fait mal en fait. Ça, le problème, parce que c'est pas du tout un film surréaliste. En fait, c'est un surréaliste vraiment en surface. C'est-à-dire qu'on voit il y a les la forme. Voilà, c'est ça. Et même pas en vrai, c'est-à-dire qu'il y a la narration qui est un petit peu bousculée de manière surréaliste. Pardon, par la narration, effectivement. Voilà, mais quand on voit des films surréalistes, ça n'a rien à voir avec ça. Et là encore, c'est un peu ce que je reproche au film, c'est qu'il est extrêmement sage au final. Oui, alors oui, en plus, Dali c'était un grand provocateur, notamment au sujet de la religion, la séquence où il l'a invité dans
chez le prêtre. Enfin, la séquence est marrante parce que justement c'est le début du rêve avec il raconte ce rêve qui est complètement fou, il se fait tirer dessus. Et d'ailleurs le gimmick de il se fait tirer dessus est assez drôle dans le film, mais voilà, il y a pas de provocation, c'est vrai, à ce niveau-là, par rapport à notamment la religion. Bon, après, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un film provoquant sur la religion en 2024 alors qu'il y a déjà eu des films beaucoup plus intéressants là-dessus? Je peux comprendre qu'il n'ait pas osé le faire, mais bah oui, après je lui disais pas forcément d'aller jusque-là, mais il y a aussi un aspect, enfin je veux dire, Dali il était peintre pendant le franquisme, et donc oui, à la religion, tout ça, enfin il y avait des choses qui s'intriquaient là-dedans, tu vois, et je sais pas, enfin en fait, il a sorti Dali de tout contexte historique, mais bon, après, je sais, je me prends trop la tête parce que c'est censé être une comédie. C'est pas un vrai biopic, c'est ça, c'est sûr. Non, voilà, et tant mieux hein, que ce soit pas un vrai biopic, c'est pas du tout c'est ce vraiment qu'on un film demandait. sur la persona, en fait, de Dali. Voilà, mais là encore, en fait, il est, comment dire, Dali est abordé d'une manière un petit peu maigre, c'est-à-dire qu'au final, la seule chose qu'on a de la sensibilité du personnage, c'est qu'il a peur de vieillir. Voilà, et là encore, c'est un petit peu léger. C'est là où je veux en venir, c'est le meilleur passage du film, c'est en fait quand le vieux revient dans la narration, parce qu'on l'a entrevu au début, enfin, tout se met en place comme dans l'innocence de Hirokazu Koreda, ce fameux moment, en fait, on voit un personnage apparaître et on le revoit après plus tard, et en fait, on est dans sa peau, donc dans la peau du vieux Dali, et en fait, on se rend compte que effectivement, il y a un truc qui allait pas, et en fait, c'est censé se passer dans les années 70-80, et Dali, il était déjà vu à cette époque-là, et en fait, il est joué que par des acteurs qui ont 30 ans de moins que l'âge qu'il aurait dû avoir, et en fait, oui, c'est du fantasme, et là, on rejoint quelque chose d'une sorte de peur de vieillir, de Dorian Gray, en fait, qui est bien, en fait, mais c'est dommage parce que tout ça, en fait, est ensuite noyé dans le film. Regardez, mon concept, il est génial, regardez le personnage de Moussier qui est un peu inintéressant, mais qui sert quand même à tenir le film, parce que voilà, c'est un personnage prétexte. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour la femme de Dali, qui est omniprésente, mais qui a quatre répliques, j'exagère, mais elle a pas de prénom. Elle a pas de moments affectueux vraiment avec Dali. Enfin, je veux dire, plus on en parle, Morgane, plus la manière dont les femmes sont traitées dans ce film est un peu bizarre. Ouais, je redis bizarre, mais c'est bizarre. Quoi. Oui, tout à fait. Et mais après, c'est un film, le film le dit lui-même, c'est Dali, donc voilà, c'est un film, en fait, tout le monde est étouffé, en fait, par la personnalité du personnage. Donc je peux comprendre que des personnages féminins soient en fait des personnages un peu fonction ou des personnages de gag, et d'où une forme de misogynie latente, mais effectivement, c'est problématique d'une certaine manière. Mais voilà, le film, en tout cas, ne tient pas vraiment ses promesses, enfin, si on peut dire qu'il y a des promesses, mais en tout cas, il tient pas vraiment il tient pas la route, parce que il y a ce qui est intéressant, mais qui est complètement étouffé par en fait le style de Dupieux, qui en fait c'est plus que du style, mais même pas du très bon style d'ailleurs, mais il y a plus de enfin c'est même plus du style, c'est des gimmicks, voilà, et en fait moi j'ai rigolé pendant le film, ça m'a fait plaisir de rigoler, mais ensuite une semaine après comme tu l'as dit, il me reste plus grand chose du film à part 2-3 images. Jonathan Cohen qui fait Dali, qui arrive en voiture et dans le sable et qui prend la place du chauffeur, ça c'était drôle. Voilà. Mais le reste, ouais, c'était pas génial. Puis le meilleur gag du film, c'est le gag de Edouard Baird qui avance et en fait il se parle au loin dans la couloir d'hôtel. Début, bien sûr, le meilleur gag est au tout début du film. Mais ça, c'est un gag qui est pris du Sacré Graal des Monty Python, qui est une comédie surréaliste. Donc c'est même pas Dupieux comme gag, comme quoi. Et c'était autrement meilleur. Enfin, et je pense que le problème de Dupieux, c'est il s'est un peu enfermé dans son truc, et il faut qu'il retrouve un peu l'inspiration, qu'il ose ressortir de tout ça, parce que effectivement, alors il fait des films de plus en plus courts, mais et encore heureux, c'est ça que j'allais dire. Bien sûr. Parce que en même temps, il est fait très court, Morgane, parce qu'il peut pas tenir sur la longueur. Enfin, quand on fait des films anecdotiques, encore heureux qu'ils fassent pas 2 heures. Je suis un petit peu sévère, hein, mais c'est tant mieux, tu vois. C'est pas justifié par une forme de rigueur qu'on peut avoir chez Hong Sang-soo, qui fait des films courts, parfois d'1 heure, mais avec une telle rigueur, avec des films qui sont faits avec 5 plans, tu vois, et où tu sens que c'est pas anecdotique, alors que là, pour le coup, je trouve que c'est anecdotique, quoi. Oui, et puis peut-être pour conclure, quitte en fait à se focaliser sur le personnage public d'Ali, je ne comprends même pas pourquoi dans l'intimité, il a autant insisté sur sa peur de la vieillesse. Alors, je comprends dans
l'idée d'un processus surréaliste qui fait qu'il se voit pas vieux alors qu'il l'est et qu'il est joué par plusieurs personnages. Mais là encore, quand je dis ça, je sens que je suis en train de glisser vers une espèce d'analyse trop profonde de ce film, un peu comme dans Fumer fait tousser. Il y avait eu des analyses sur, soi-disant, les préoccupations environnementales de Dupieux, et je veux éviter, dans le sens où je crois pas que ce soit un cinéma celui de Dupieux, qui soit très profond, et je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à tirer de ça, en fait. Et quitte à parler de son intimité, je sais pas pourquoi il a pas parlé, là encore, je dis n'importe quoi, mais des femmes, ou de son rapport à la peinture, ou quoi que ce soit, tu vois. Je veux dire, il y a la fameuse croûte là qui est faite en rapport avec le rêve du curé sur laquelle il écrit Dali. Mais là encore, on est dans le gag. Et en fait, je comprends pas. Il y a ce film, c'est-à-dire que à la fois, on est quasi que sur la personnalité publique de Dali, mais on parle quand même un peu de son intimité pour parler de sa peur de la vieillesse. Et en même temps, on n'en dit finalement pas grand-chose. Je trouve le projet bancal au final. C'est sur ces mots qu'on va terminer sur Dali. On va rester dans le cinéma français, avec un cinéma aussi singulier, avec un réalisateur en tout cas qui fait des films singuliers. C'est La Bête de Bertrand Bonello. Deuxième adaptation en moins d'un an de La Bête dans la jungle, un roman court d'Henry James, après le film de Patrick Chia d'ailleurs qui s'appelait La Bête dans la jungle, sorti l'été dernier en salle. La Bête de Bertrand Bonello modernise le récit de l'écrivain pour en faire un film de science-fiction. Léa Seydoux devait partager l'affiche avec Gaspard Ulliel avant sa soudaine et tragique disparition. D'ailleurs, le film lui est dédié. Et c'est finalement le Britannique George Mackay qui le remplace, un acteur que vous avez notamment pu voir dans 1917 de Sam Mendes. Julie, peux-tu nous donner un résumé du film ? Oui, comme tu l'as dit, Morgane, il s'agit d'une adaptation de La Bête dans la jungle de Henry James, plus libre que celle de Patrick Chia, comme en témoigne l'histoire. Une femme vivant dans les années 2040, de mémoire. 2044, ouais. Doit revivre ses anciennes vies afin de purifier ses émotions et de pouvoir trouver un travail. C'est ça l'objectif initial. Chacune de ces vies lui permet de retrouver son grand amour, Louis, dans des circonstances extrêmement différentes qu'on abordera juste après le résumé. Mais ce grand amour reste à chaque fois comme inachevé à cause d'un mauvais pressentiment qui est symbolisé par la fameuse bête. La bête qui rôde, c'est ça, effectivement, je dis. D'ailleurs, j'ai l'impression que la conception de la bête en elle-même n'a pas forcément été saisie par tous les spectateurs en lisant sur non. Les différents avis. Alors, je ne sais pas, j'ai pas envie d'être méprisante, je ne sais pas si c'est que les gens n'ont pas compris ce qu'était la bête parce qu'ils n'ont pas lu le livre initial d'Henry James et que ce serait compliqué de saisir le film sans le matériau littéraire, ce qui d'ailleurs signifierait que le film est comme un semi-échec. Je veux dire, si on ne comprend pas un film en soi parce qu'il y a besoin de lire un livre, ça veut dire que le film en soi ne se suffit pas à lui-même. Ou je ne sais pas si c'est que le film a été mal regardé. J'arrive pas à faire la distinction, Morgane, entre les deux. Parce que pour moi, quand je vois le film, ça me semble assez limpide, mais en même temps, ayant lu le livre, c'est peut-être pour ça aussi que je suis dans ce camp-là. En tout cas, j'ai vu le film de Chia, donc peut-être aussi que je n'ai pas lu. Tu l'as lu, mais moi je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, mais peut-être que ça joue. Le film de Chia, du coup, effectivement, ça me paraissait clair que ce soit la bête, soit le. Oui, en fait, la bête n'est pas un être humain dans le film. Non, alors oui, non, la bête, c'était ni Léa Seydoux, ni George Mackay. C'est pas Louis, c'est pas... Oui, on vous laisse faire on va pas spoiler, mais voilà, effectivement. Mais même si en fait pendant le film, c'est ça qui est assez. Il y a un côté un peu littéral qui est marrant chez Bonello en tout cas, parce que dans son film, le film commence d'ailleurs par une sorte de. Ça m'a fait penser notamment à la séquence dans Only Motors avec Denis Lavant qui s'habille en tenue pour faire la motion capture. Voilà, chercher le terme. La motion capture pour faire sur des écrans bleus ou verts. C'est peut-être un peu une influence aussi quelque part. Oui, certainement. Et donc du coup là, c'est Léa Seydoux qui vient faire des essais en fait pour une séquence. D'ailleurs, je crois que la voix qu'on entend, c'est la voix de Bonello d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui la dirige. C'est vrai. Et elle se fait attaquer donc par une bête qu'on ne voit pas parce que c'est sur écran vert.
Et effectivement, il y a ce côté un peu littéral en fait, la bête, c'est aussi une menace, une sorte de créature. Et on sait que Bonello est fan de films d'horreur. Il cite souvent des influences du cinéma d'horreur. Puis dès qu'il y a des séances à Paris où il est invité, souvent c'est des films d'horreur. Donc, en fait, c'est peut-être pour ça aussi, Morgane, que des spectateurs ont cru que la bête était un être humain. Parce que justement, dans cette séquence d'introduction, on peut avoir l'impression que la créature qui attaque Léa Seydoux est un être humain. Alors que, de mon point de vue, en fait, Bonello, et c'est ce qui fait aussi du film quelque chose de très théorique, là encore. Enfin, de mon point de vue, Bonello joue en fait sur la polysémie du terme. du terme la bête, mais en soi, on va dire la signification principale de ce qu'est la bête dans son film n'est pas un être humain, encore une fois, même si on peut avoir faussement cette impression dans l'introduction. Et ce que j'ai là, enfin, rien qu'en soi, c'est un peu compliqué, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que le film n'est pas forcément facile à appréhender. Ouais, effectivement. Si on parle un peu plus du film, du coup, en fait, c'est marrant, le film, il est fait il y a 4 parties en fait dans le film. Il y a donc l'introduction, qui est un peu une sorte de. D'ailleurs, ce qu'on pouvait retrouver aussi dans Annette, tu sais, la séquence où il y a une sorte de générique avec les personnages qui avancent, avec la musique. On est dans une sorte de dimension méta en fait. C'est pas le film en lui-même, c'est un film qui joue sur le tournage, etc. Et ça se fait d'ailleurs de plus en plus ces dernières années au cinéma. Il y a dans ça, il y a dans le dernier Nuribilge Ceylan, Les Herbes Sèches. Effectivement, oui. Il y a aussi chez Johanna Hogg. Enfin, je dis ça parce que de plus en plus, les cinéastes, on dirait qu'ils aiment bien, c'est pour la petite parenthèse, Morgane, mais on dirait qu'ils aiment bien montrer les conditions de tournage en les intégrant à l'histoire. Effectivement. Je sais pas, c'est comme une mode, quoi. C'est un procédé un peu lynchien en soi, donc je comprends le fait de le mettre. Et ensuite, le film démarre et il y a donc 3 parties. Il y a le 2044. Il y a... alors, en fait, elle revisite ses vies antérieures, comme tu l'as dit. Donc là, il y a 2 vies, en fait, qu'elle revisite. C'est 1800, fin 1800, je dirais. Oui. Parce qu'il n'y a pas de véhicule encore dans Paris, donc je dirais fin 1800. Ça doit être post-Haussmann. Et donc 1900... ah non, je sais pas quelle année. 2010 au moins. Ouais, 2014. Et d'ailleurs, Morgane, je pense Angeles. que l'introduction du film La Bête, en vrai, est une réalité alternative de la seconde vie. Parce qu'elle a la même coupe de cheveux, les mêmes vêtements. Effectivement, mais en fait, oui, réalité alternative de la seconde vie, sauf que, effectivement, parce que d'ailleurs, elle rejoue une scène qui a lieu dans la vie à Los Angeles. C'est pour ça. Mais l'acteur, le réalisateur lui parle en français, donc c'est pour ça, et c'est Bonello, enfin. Oui, donc, oui. Voilà, c'est un jeu là-dessus. Et donc voilà, c'est un film qui paraît compliqué en apparence, effectivement, notamment dans sa structure, mais en fait, moi, je l'ai pas trouvé si compliqué que ça. Bah pareil, mais c'est vrai que rien que là, Morgane, quand on en discute, toi et moi, quelqu'un qui n'a pas vu le film, ça a l'air complètement abscon. Je pense que le montage au départ, en tout cas, te fait un peu, c'est volontaire, perd le spectateur, parce qu'on sait pas trop en fait quelle est la colonne vertébrale. En fait, la colonne vertébrale, c'est Léa Seydoux dans les années 2044, et en fait les différentes bon, c'est plus simple pour la partie à Los Angeles parce qu'elle arrive après, mais par exemple pour la partie où elle est dans le Paris des années 1890, on va dire, et ben ça arrive à des moments où on sait pas en fait à quoi ça correspond, mais et en fait on se demande mais pourquoi elle rencontre cet homme-là et plusieurs fois, et en fait on comprend que les deux sont liés. En fait, elle et le personnage de Georges Marquet. Alors je suis désolé, j'ai plus les noms des personnages, mais ouais, c'était Louis, et pour Léa Seydoux, j'ai un trou. Donc voilà, et effectivement, on comprend peu à peu qu'ils sont liés par une sorte de destin, en fait, et qu'à chaque fois, ils revivent En fait, ils revivent un échec amoureux. Enfin, moi, voilà, je l'ai comme ça. Voilà, Gabriel et Louis, pardon. Merci, Gabriel. Oui, c'est vrai, Gabriel Monnier, d'ailleurs. À chaque fois, ils revivent un échec amoureux, et qui, en fait, accouche de la mort d'un des personnages, ou des deux. Et donc voilà, c'est un film de science-fiction assez particulier, parce qu'en fait, il y a très peu d'effets de science-fiction. Oui. Alors, un petit peu dans la partie 2000. Très original, on est forcé de le reconnaître. Hein. Mais pour le coup, c'est oui, effectivement, en France, c'est vrai qu'on a un savoir-faire de la science-fiction, on n'en voit pas assez. On en avait dit notamment sur Mars Express, je me souviens. Et bon, là, c'est pas de l'animation, mais c'est vrai qu'il y a une manière de filmer Paris dans un futur proche, 2044, qui est assez
fort avec très peu de moyens en fait. On sent que effectivement c'est un budget relativement élevé pour un film français, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vu, mais ça doit être entre 6 et 10 millions, mais il arrive quand même par des petites touches à donner l'impression qu'effectivement on est dans un monde qui est assez proche du nôtre, mais qui a quand même évolué, alors pas forcément de la bonne manière, et puis il y a surtout une catastrophe qui est arrivée dont on en parle mais on ne sait pas ce que c'est. On comprend que les humains, déjà il n'y en a plus beaucoup parce que quand ils se baladent dans la rue, il n'y a plus beaucoup d'humains, et c'est devenu des espèces de entre guillemets esclaves de l'IA en fait. En fait c'est un monde qui est régi par l'intelligence artificielle. Alors déjà par rapport à cette période-là examinée 2044, moi il y a une chose qui m'a fait marrer, c'est que la manière dont les humains déambulent dans Paris, donc à l'air libre, ils ont tous un casque, forcément accidentellement, parce que le film a été fait avant bien sûr. Je peux pas m'empêcher d'y trouver un petit aspect prémonitoire, parce que ça fait penser aux gens qu'on a vus dans des vidéos totalement virales sur les réseaux sociaux marcher avec le fameux Apple Vision Pro. Ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, moi, ça me fait penser surtout au Covid, mais effectivement, tu as... à mon avis, c'est plus lié dans l'inconscient de Bonello. Surtout qu'il a dû écrire le film il a dû écrire le film pendant voilà. le Covid. Et, ça ressemble effectivement au masque du Covid, mais 50 ans plus tard, donc avec toute la technologie afférente. Mais ça fait penser à ces futures lunettes auxquelles on aura droit. Il manquait plus que les implants Neuralink, et puis on y était, quoi. Mais non, il y a l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était sur l'échec amoureux dans ce film. Et c'est ce à quoi finalement la fameuse bête est intimement liée. C'est qu'il y a une chose qui m'a plu dans la bête. Il y en a beaucoup qui m'ont pas plu, mais il y en a une qui m'a plu. C'est que quand j'y pense, l'échec amoureux à chacune des vies de Gabriel par rapport à Louis est lié, on va dire, aux troubles, voire même aux affres de l'époque considérée. C'est-à-dire que quand on est, pour parler concrètement, quand on est dans la partie film de costume de la bête, donc à la fin du 19e siècle, on sent que, en fait, on comprend que leur histoire amoureuse échoue parce que Gabriel est marié, parce que les conventions sociales, parce que c'est impossible d'avoir une histoire, etc., etc. Dans la partie plus de notre époque, on sent que c'est une histoire amoureuse qui échoue parce qu'il y a une résurgence. Et là, c'est étayé par des faits. Il y a eu des études récemment sur ça. Mais là aussi, ça témoigne de l'intuition de Bonello. Il y a une résurgence, en fait, du masculinisme, des incels, des hommes, en fait, qui détestent les femmes, et en particulier chez les jeunes hommes. Et c'est tout marrant parce que c'est 2014, mais en même temps, à l'époque, ça devait être très... ça devait être les prémices de ça, et que maintenant, on s'en rend compte beaucoup plus, tu vois. Et donc là, l'histoire amoureuse échoue à cause de ça, et échoue à cause finalement de cette résurgence, et donc des hommes qui passent à côté de leur vie en devenant extrêmement violents, et quelque part en s'empêchant de vivre des choses plus positives et une belle histoire d'amour, quoi. C'est un peu ce que Bonello dit ici. Et dans la partie, on va dire complètement science-fiction, 2044, l'histoire échoue à cause de la machine. C'est littéralement... mais là, je fais dire au film quelque part, peut-être ce qu'il ne dit pas, mais enfin, ça fait quand même penser à ça. C'est littéralement la France contre les robots de Bernanos, quoi. C'est-à-dire que la machine a tout supplanté, l'être humain, il devient comme de plus en plus mécanisé. Et l'histoire échoue grâce à ça. Et c'est là qu'en fait, on prend pleinement conscience, comme dans un coup de poing, grâce au cri final de Léa Seydoux, ce qu'est vraiment la bête. Et en fait, je pense que je peux le dire, Morgane, parce que les gens qui nous écoutent, je suppose qu'ils auront ça y est, go. Non, mais je suppose qu'ils auront vu le film. Pour ça, je vais d'abord revenir au matériau de base, c'est-à-dire au court roman de Henry James. En fait, alors le court roman de Henry James, à titre personnel, je ne l'ai pas apprécié, parce que je le trouve assez ennuyeux, soporifique, si on veut. Ça n'a pas très bien vieilli. Donc déjà, de base, ça m'a étonné que 2 réalisateurs français, coup sur coup, quasiment à un an d'écart, veuillent adapter le livre. Oui. Bon. Chia n'est pas français, mais il est autrichien. Alors, on va dire en production il vit en française. France et voilà. il fait des films en français. Mais par rapport à ça, donc on l'a dit, le premier c'était une adaptation, Chia c'était une adaptation plus littérale, bien que transposée dans notre monde contemporain. Là, on est dans une adaptation assez libre,
Alors déjà, ce qui est bien, c'est que là où des films adaptent peut-être trop littéralement des livres, Bonello, il s'en sert du matériau initial, donc du livre, pour en faire quelque chose de vraiment cinématographique. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une adaptation de livre classique, et ça, c'est bien, parce que... Oui, pardon. Non, j'allais dire, au moins, bon, il y a une vraie démarche, quoi. Oui, en tout cas, ce sont des exemples de films, même si on n'aime pas forcément les films. Moi, je les ai appréciés de manière assez différente, mais c'est pas des films parfaits. Même, il y en a un qui est moins bien que l'autre, peut-être c'est le film de Bonello. Mais voilà, c'est des exemples types d'adaptation réussie, en tout cas, dans l'idée où en fait, chacun a mis sa personnalité dans l'histoire et ont su utiliser le matériau pour faire quelque chose de personnel et d'original. Voilà. C'était juste... voilà, non, mais c'est vrai. Et donc, dans le court roman de Henry James, en fait, la bête, c'est quoi? C'est un homme... en gros, c'est un homme qui passe à côté de sa vie, qui est pas mal dans le fantasme, qui, on va dire, s'imagine une espèce de destin un peu maudit et qui, en fait, se rend compte trop tard qu'il n'a pas vécu le grand amour alors qu'il était à la portée de ses yeux pendant toutes ces années. Elle est là, la bête. C'est-à-dire que, en fait, Henry James, il fait quelque chose de l'absence de l'amour. Il en fait quelque chose du vécu de l'amour, il en fait quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire, c'est comme si pour Henry James, le fait d'être passé à côté de sa vie et de ne pas avoir vécu le grand amour était la pire chose qui pouvait arriver à un être humain. C'est pour ça que c'est la bête, en fait. Et là, il faut... je suis désolée, ça fait un petit peu un tunnel, mais ça permet un peu d'expliquer le roman et le film derrière. Et en fait, il faut comprendre que ça a été écrit dans un contexte victorien. C'est-à-dire Henry James a vécu à l'ère victorienne. Rappelle que c'était une époque en Angleterre... qui était axé sur la pudeur à l'extrême et de manière caricaturale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas dire des mots comme le bras de quelqu'un, par exemple. C'est puritain. Oui, non, mais il y avait même pour désigner des parties du corps comme un simple bras, il y avait d'autres termes. Ça ne se disait pas. Bref. Donc, c'est un roman qui a été écrit sur l'impossibilité d'aimer et le fait de passer complètement à côté dans une époque corsetée au maximum. Donc là, Bonello, il garde cette idée de l'amour dont on passe à côté est impossible. C'est-à-dire que dans le roman, il s'en rend compte trop tard, c'est-à-dire la femme, elle meurt. Là, Bonello, il change ça en mettant l'histoire non pas avec un homme qui passe à côté, mais une femme. Et en fait, au lieu d'avoir une mort organique du personnage de Louis, on a une mort qui est cérébrale. C'est-à-dire que Louis ne peut plus ressentir d'émotion au final. Et donc... elle passe à côté, Gabrielle, de son amour parce qu'elle n'a pas pu le vivre dans les époques précédentes à cause de l'époque. Et à la fin, c'est, comme je disais tout à l'heure, la même chose qui se passe. Donc voilà, la bête, elle est là, quoi. Elle est dans cet échec complet et le fait de vivre en passant à côté de sa vie. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais j'espère que ça aura permis à tout le monde de comprendre le film. Et c'est peut-être aussi le défaut du film, c'est que c'est pas non plus évident, quoi. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, c'est une bonne intuition, en tout cas, de Bonello, on peut le dire, surtout dans une époque où là, on voit en plus sortir des sondages, etc., enfin des sondages, des dossiers, etc., pour dire que les Français n'arrivent plus à avoir de rapports sexuels, les Français en font moins d'enfants. Et le film fait vraiment écho à ça. Hein. Et je pense qu'il y a une crise aussi de la relation amoureuse. Et voilà. Et là-dessus, c'est assez fort. Alors le problème du film, c'est peut-être justement c'est sa structure, je trouve. C'est particulier parce qu'en fait la structure est plutôt intéressante et ambitieuse, mais en fait Bonello, je le trouve, alors c'est d'autant plus curieux qu'il a fait un film déjà un film de costume qui s'appelle L'Apollonide, que j'aime bien, et toi tu l'aimes? Non, c'est vrai que j'aime pas. En fait, de manière générale, je suis pas une fan de Bonello, sans détester, mais pour moi c'est un réalisateur, j'ai pas envie de dire moyen parce que c'est méprisant, mais c'est un réalisateur dont les films que j'ai vus, si je peux y trouver des éléments intéressants, il me manque toujours un petit quelque chose pour vraiment apprécier son cinéma. Je peux comprendre. Mais du coup, La Planète, c'était un peu différent quand même. Alors que là, en fait, la partie costume, on est plus dans une sorte de cinéma très... assez... Enfin, mélodrame, mais tu sais, mélodrame puritain, justement. Ce genre de cinéma où peuvent exceller des James Ivory, des choses comme ça. Et je sens que Bonello est un peu moins à l'aise là-dessus, parce que c'est particulièrement... bancal, lent. C'est un peu plat, en fait. Très peu d'émotions qui passent dans ces passages.
passage-là. Ouais. Oui, dans les différentes parties du film La Bête de Bonello, il y a des parties effectivement moins réussies et celle avec les costumes est la moins réussie, on peut le dire. C'est ça. Et par contre, la partie à Los Angeles, et je comprends pourquoi il l'a mis, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est parce que comme il a changé le personnage principal qui devient la femme, comme tu l'as expliqué, souvent on l'associe, la femme, en fait, c'est assez cliché, mais c'est assez marrant il en joue des clichés, de faire un type de cinéma qu'on associe beaucoup au film féminin, donc le film à costume sentimental, et le slasher en fait où la femme est une victime d'un tueur, et là justement là, je le trouve beaucoup plus à l'aise, surtout qu'il modernise le slasher, c'est le slasher dans les années 2010 avec un type qui n'est plus un tueur à masque mais un tueur à découvert qui fait des vidéos alors on se demande sur quel réseau social, mais oui, potentiellement Facebook, oui, YouTube, voilà. parce que en fait ce qui se passe, et là aussi c'est très réel, c'est que à chaque fois qu'il y a eu on va dire des tueries de masse, que ce soit sur des minorités, sur des femmes, là en particulier comme dans le film, sur les réseaux sociaux, les tueurs ont plus ou moins annoncé leur projet. Donc bon, là, il est cohérent en fait avec ce qui se passe dans le réel. C'est ça. Et là, on est dans un domaine où il est beaucoup plus à l'aise, et notamment où il y a ces références qui sont beaucoup plus visibles, qu'on peut critiquer, parce que effectivement c'est du cinéma référencé, mais je trouve qu'il arrive quand même à trouver sa voie. Oui, et c'est du cinéma qui, alors c'est à la fois cravénien, parce que ça fait penser évidemment à Scream. Et puis pardon Morgane, je te laisserai dérouler, Ouais. mais juste quel cinéma, ça c'est un procès que j'aime pas, et j'en profite ce passage-là pour le dire. Je n'aime pas quand on dit qu'un cinéma est trop référencé, parce que quel cinéma n'est pas référencé aujourd'hui? Il y a aucun cinéma qui fait de la création endogène. Enfin, tout cinéma est forcément des plans qu'on a déjà vus, des conventions qu'on a déjà vues. Enfin, pour moi, c'est un faux procès. En fait, on ne devrait pas dire qu'un film est pas bon parce que on a détecté que des plans ou des mises en scène ou quoi que ce soit d'autre font écho à d'autres films du passé. C'est pas grave. Oui, complètement. Et puis en plus, Bonello, c'est un cinéaste. Souvent, il y a des références qui apparaissent, mais voilà, c'est un peu plus du maniérisme à la De Palma, tu vois. Donc ça me gêne pas trop, tu vois. Il en fait pas une espèce de catalogue de références sans rien autour. Et donc là, oui, donc je parlais Scream, une Terreur sur la ligne aussi de Fred Walton, qu'il adore ce film. Il y avait aussi le film qu'on a vu il y a peu de Richard Fleischer, Terreur aveugle. Terreur aveugle, complètement. Il y a aussi, parce que c'est un peu le délire d'un home invasion, il y a évidemment Lynch, parce que c'est les auteurs de Los Angeles. Avec La Voyante aussi. Une étrangeté, La Voyante qui fait penser à La Dame à la bûche, et aussi le film de Cronenberg, Maps to the Star, c'est à peu près les mêmes décors. Et d'ailleurs, je sais plus qui l'avait noté, c'est vrai que c'est 2014, et 2014 c'est l'année de sortie de Maps to the Star, donc peut-être que c'est aussi ça qu'il avait envie de mettre en scène. Et je trouve cette partie assez bluffante et à la fois aussi frustrante, parce que ça pourrait être encore plus, tu vois, mais il en reste bloqué le fait que ce soit qu'une partie d'un film, et que du coup alors que le film aurait pu être quasiment que ça. Et je me dis au final, Bonello, peut-être qu'il devrait enfin, alors Zombie Child c'était aussi une sorte de film d'horreur qui revisitait le cinéma de zombies, mais c'était pas très réussi parce que justement il tourne souvent autour du pot. Tu sens qu'il veut faire du cinéma d'horreur, mais qu'il veut quand même l'aborder d'une manière un peu intellectuelle peut-être. Oui, on dirait qu'il n'ose pas en fait se lancer Ouais. sans filet de parachute. Et je pense pas que ce soit du mépris par rapport au genre, pas du tout, parce qu'il adore le cinéma de de genre. Il est fan. Mais je pense qu'il peut pas s'empêcher de faire du cinéma théorique sur l'horreur plutôt que du vrai cinéma d'horreur. Et ça, c'est frustrant. Et du coup, c'est la partie que je préfère dans le film, parce qu'il y a en plus il y a des vraies idées de mise en scène. La maison, elle est assez géniale avec ses grandes baies vitrées. Et puis on sent la peur, enfin tout simplement, je veux dire, dans l'horreur il y a de la peur, oui, et là ça. on la sent, on craint pour Gabriel, alors que lui, on l'a vu gentleman dans la partie de costume, là on le voit complètement ravagé, incel, dans la détestation totale des femmes, enfin on en est d'autant plus chamboulé en fait. Ouais, il passe d'un type de caractère à un autre qui est complètement différent. Ceci dit, le personnage de Gabriel aussi un peu modifié, parce que dans sa partie à Los Angeles, alors que dans l'autre elle est fortunée, là elle est pas fortunée, elle est en galère. Oui, et on sent la solitude oui. chez elle, et en même temps elle s'assume paradoxalement bien plus que quand elle était
dans un univers corseté, pour réemployer le terme qui est accolé à l'ère victorienne. Exactement, et bon, c'est un peu dommage, du coup le film je le trouve à moitié réussi parce qu'il y a cette partie à Paris qui finalement, à part la scène de fin dans l'eau qui est assez jolie, qui m'a fait penser notamment à... On voit des rats qui volent, ça m'a fasciné. Qui sont noyés, qui flottent. Ça me fait penser à... D'ailleurs, c'est sûr que c'est une référence à Inferno de Argento quand elle plonge dans l'eau et qu'elle a un corps qui touche son pied et elle est choquée. Donc c'est ce qui se passe dans la scène du film de la bête. Et donc la scène de fin, évidemment, assez poignante avec les deux personnages et le cri de Léa Seydoux qui fait évidemment penser à ceux qui ont vu Twin Peaks The Return, le cri final de Laura qui coupe la série littéralement en coupant le son, l'électricité, les écrans qui s'éteignent. Et donc ça m'a fait penser à ça. Et donc oui, c'est du cinéma référencé, mais je trouve qu'il arrive quand même à bien doser et à faire son propre truc. Et c'est assez fort. Et je trouve que c'est son meilleur film depuis Saint-Laurent, qui est de toute façon son meilleur film, je trouve, Saint-Laurent. Mais peut-être que Bonello a besoin de se cadrer un peu plus, parce que justement, Saint-Laurent, c'était du biopic, mais il est arrivé vraiment à broder un truc super fascinant sur la figure de Saint-Laurent, à partir d'un genre classique, le biopic, alors que là, effectivement, tu sens qu'il est un peu pris au piège dans ses propres ambitions. Cadré, je ne sais pas, mais je dirais peut-être, et c'est... Enfin, de ma part, c'est un peu étrange de dire ça, mais peut-être d'être un peu moins intellectualisé, en fait. Enfin, pour moi, il y a besoin de plus d'organique, de plus de chair dans son film, parce que, en fait, ce qui m'a aussi posé problème, et c'est pas du tout une question de casting, Morgane, ou d'interprétation de la part des acteurs, Léa Seydoux, Georges Mackay, ils sont très bien, même les autres, ils sont tous très bien. Gouslagui Mahanda, qu'on avait vu dans Saint-Omer, qui fait une poupée à la sexuelle et qui est assez géniale, avec sa diction qui est incroyable. J'adore sa diction, cette actrice. Ah non, mais elle a une voix qui est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup cette actrice, quoi. Et ce que j'allais dire, en fait, c'est que le problème du film, c'est qu'à force d'être trop intellectuel et trop dans la théorie par rapport... dans le sens où c'est comme un film concept par rapport à l'adaptation du livre, c'est que finalement, on passe, je trouve, à côté de ce qui faisait le principal centre d'intérêt du livre, qui n'était pas extraordinaire, comme je l'ai dit, c'est... l'amour avec un grand A. C'est-à-dire qu'en fait, dans La Bête de Bonello, je trouve qu'on ne sent pas suffisamment l'amour entre les personnages. Quand même, il est compliqué. En fait, le problème, c'est que comme les personnages, ils passent dans son film systématiquement à côté du grand amour, il manque quelque chose. Et il manque en fait ce ressenti-là de l'amour. Alors, il y a des moments où il s'en approche et où presque on le sent. C'est dans les fantasmes de Gabrielle à la période costume où elle s'imagine toucher Louis. Ça s'en approche aussi dans les scènes érotiques à la période Los Angeles. Mais comme à chaque fois, c'est pas réalisé ou c'est pas... Et c'est normal, c'est du fantasme. Mais je trouve que l'équilibre, en fait, dans le film, il est pas atteint parce que... on sent pas assez la force qui émane des personnages et le lien entre eux. Et je pense que ça aurait pu être mieux fait avec une idée toute simple. C'est-à-dire qu'à mon avis, il aurait mieux valu intervertir les périodes. En fait, intervertir les périodes, là, ça l'est un petit peu, mais c'est trop linéaire. C'est-à-dire, on est d'abord un arc qui est le film de costume, un arc Los Angeles, et le dernier arc, le côté science-fiction, avec le côté science-fiction qui s'immisce parfois de temps à autre. Mais c'est pas suffisant. En fait, pour moi, il aurait carrément fallu mélanger les trois en effectivement terminant sur la partie science-fiction. Mais je pense qu'on aurait mieux senti le côté amour éternel si on avait changé la narration du récit en mettant, par exemple, à des moments, le film de costume, puis la partie science-fiction, puis la partie Los Angeles, puis de nouveau le film de costume. Enfin bref, si on avait mélangé un peu tout ça, on aurait mieux senti, je trouve, l'idée du film qui est passée à côté de son amour éternel. Effectivement, après, je me demande s'il a peut-être pas pensé à faire ça et qu'au montage, c'est possible. Ça allait pas. C'est possible, je sais pas. Je me demande, faudrait savoir ce qu'il a fait au départ. En tout cas, c'est un film, alors que j'ai pas adoré, mais voilà, au moins Bonello, je trouve qu'il a quand même
une façon de faire du cinéma qui est assez à part dans le cinéma français actuel, même depuis 10-15 ans. Et bon, j'ai pas vu Coma, son précédent, mais je trouve que ça y est, il a un peu retrouvé ce qui faisait tout l'intérêt de son cinéma, et j'espère que ça va continuer ainsi, qu'il va réussir à continuer à faire des films, et peut-être voilà, des films encore meilleurs, et peut-être un film d'horreur, ce serait bien. Oui, non, mais je pense effectivement, Morgan, qu'il a tout intérêt à faire un film d'horreur. Après, il y a une chose que, mine de rien, j'ai apprécié dans La Bête et que j'ai esquissé déjà tout à l'heure, c'est que ouais, c'est peut-être un des seuls réalisateurs français qui nous montre des choses dont on se dit que ça peut avoir comme un caractère prémonitoire. Et ça, j'aime bien, en fait, ces tentatives-là d'incursion dans le futur. Parce que ça le positionne dans un cinéma éminemment moderne, j'ai envie de dire. Bah, c'est vrai que Bonello, c'est quand même un cinéaste très moderne, et je pense qu'il est très au fait de son monde, en fait. Et c'est vrai qu'en France, des fois, on a l'impression que le cinéma, on dit souvent qu'il est auto-centré, parisien, etc. Et que c'est dans une bulle. Et là, pour le coup, Bonello, son film, il est... alors, ça se passe à Paris, ou un peu à Los Angeles, mais voilà, son film, ça pourrait se passer n'importe où. Voilà, il a une valeur universelle, et aussi une valeur un peu avant-gardiste, si on peut se dire le terme. Mais voilà, tu vois, et c'est juste qu'il pêche un peu par sa structure et sa forme, et son discours peut-être un peu trop théorique. Donc voilà, mais c'était quand même un bon film. Oui, alors, et une dernière chose sur laquelle, Morgane, on devrait revenir, je pense, sur le film, le QR code. Ah oui, le fameux El Famoso QR Codo. On aurait pu faire un sujet qui se fâche dessus. Ouais. Parce qu'à la fin du film, si vous l'avez vu, ou si vous n'avez pas vu, mais vous avez peut-être vu sur Internet des débats là-dessus, à la fin du film, le générique est un QR code en fait, qu'il faut scanner sur son téléphone, qui évidemment peut paraître un peu bizarre pour des gens qui n'ont pas vu le film, mais en fait, quand on a vu le film, déjà c'est un peu logique dans la logique du film. Oui. Alors tu vois, Morgane, c'est là que je suis contente qu'on ait un podcast, parce que je peux donner mon avis. Allez. Et il n'y a personne pour me contredire. Vas-y. Non, mais alors moi, j'aime bien... J'aurais pu te contredire, mais bon, après, on en a déjà parlé, je suis plutôt d'accord avec toi. Bien sûr. Alors moi, j'aime bien... déjà, j'aime bien les cinéastes qui tentent des choses. Là, un générique appartient au film. Un générique est dans le film. C'est pas quelque chose d'en dehors. Enfin, je veux dire, le générique, il est sur grand écran, il est dans le film. Donc, pour moi... qu'il tente quelque chose au niveau du générique, c'est une tentative de cinéma. Après, elle plaît pas. Pourquoi ? Parce que déjà, de mon point de vue, j'ai l'impression que le cinéphile moyen est globalement... on va dire un peu réactionnaire. Voilà, il aime pas qu'on le bouscule, il aime pas qu'on lui montre des choses nouvelles. Pour moi, c'est le fait de mettre un QR code à la fin du film. Oui, je sais que ça fait... dans la tête des gens, de manière un peu superficielle, ça fait petit malin. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. C'est une idée expérimentale. Et puis, j'aime bien comme ça, comme je l'ai dit, les tentatives de nouveauté. Et puis surtout, croire que ça a été fait sur un délire de cinéaste, que alors on commence avec les fantasmes, que les équipes techniques, les acteurs ou je ne sais quoi ne sont pas d'accord. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il suffit de faire une recherche Google, on débarque sur Allociné. En fait, c'est une jurisprudence, enfin, je veux dire, dans le sens où ça n'a jamais été fait avant. Bonello, bien évidemment, il a demandé l'accord de tout le monde et il a fait ça. Alors, premièrement, comme tu l'as dit, Morgane, ça va dans le sens du film. Après, moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément dans l'intention de Bonello, mais je reste pas jusqu'à la fin des génériques. Je regarde même d'habitude pas les génériques. Là, j'ai vu le QR code dans le métro en rentrant du film. J'ai regardé le générique et c'était trop bien. C'est comme au musée, enfin, je veux dire, on a une œuvre, on a un complément, pouf, on fait le QR code et voilà, enfin, faut vivre avec son temps. Voilà ce que j'allais dire, c'est en fait, alors je pense pas que c'est une pratique qui va se généraliser dans tous les cas, bien sûr que non. Au moins il vit avec son temps. Effectivement, on a de plus en plus l'usage des QR codes. Quand on va au restaurant, on a les QR codes. Il y en a encore qui donnent des cartes, mais la plupart du temps, il y a des QR codes. Les gens sont très réticents à l'idée d'y passer, mais je pense que va falloir s'y faire, et peut-être que oui, dans 30 ans, il y aura des génériques plus souvent QR code, mais là pour le coup c'est une pratique qui est vraiment isolée et expérimentale et unique pour le film, mais après je suis d'accord avec toi. Moi j'aime bien je reste pas au générique parce que en fait c'est pas que je respecte pas les gens qui font le film. Si je veux savoir qui a été dans le film, etc., je vais sur IMDb, Allociné, Google, parce que souvent les génériques c'est pas beau, c'est juste un écran noir avec un compteur qui défile avec
avec les noms. D'ailleurs, on moi, retient je pas préférais dans les vieux films, Morgane, les génériques au début. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Et on retient pas les noms qui passent. Enfin, faut pas y croire. On la ne vitesse... me dise pas qu'on retient les noms. Voilà. Ou alors, en tout cas, il y a tellement de noms que tu peux pas tout retenir. Moi, oui, effectivement, je préférais quand les génériques étaient intégrés limite dans le film, c'est-à-dire à l'ancienne, au début du film déjà, et avec soit donc les génériques qui défilent sur les images du film, soit des cartons à la Ozu, à la Hong Sang-soo qui fait encore ça, ou chez Cronenberg aussi, il y avait ça aussi souvent dans les génériques de ses films. Et voilà, c'était beaucoup plus plaisant. En plus, il y avait une esthétisation du générique, c'était pas un truc laid noir avec le défilement du générique, quoi, des noms. Et voilà, donc là, il propose un truc. Alors, certes, c'est ça en fait, quand tu enregistres, c'est effectivement le générique noir, etc., avec une scène en plus, façon Marvel, scène post-générique. Mais au moins, il y a un côté un peu ludique et ça donne envie d'aller le voir. Oui, et puis moi, je trouve vraiment, j'insiste, je trouve que c'est une des idées les plus géniales du film parce que, elle correspond à son propos. Donc voilà, il a voulu le prolonger jusque dans le générique, enfin, je veux dire, sur l'absence d'émotion, parce que c'est ça qui se passe. Je veux dire, on voit un générique pour comprendre qui l'a fait, la musique, tout ça. Bon, ben là, il a comme effacé en surface tout ça pour l'intégrer dans un QR code. Ben, moi, je trouve ça génial. Enfin, c'est vachement bien. Et puis, je crois qu'il faut qu'on arrête, quand on est cinéphile, d'être absolument réticent à tout changement. Enfin, et même changement, le terme n'est pas approprié parce que c'est... Innovation. Ouais. Oui, et même pas parce Invention. que quand on dit... Non, mais quand on dit innovation ou changement, on parle de quelque chose... qui est comme voué à être généralisé. C'est même pas le cas, comme tu l'as dit, Morgane. C'est vraiment être réticent à tout changement inopiné. Enfin, je veux dire, à toute nouveauté. Enfin, c'est pas grave s'il a envie de faire ça et puis quoi. Enfin, il n'y a pas de quoi polémiquer. Exactement. Bon, bah, sur ces derniers mots, on a fini avec le programme de ce 33e épisode d'Arrêt Caméra. Et voilà. Pour le 34e épisode qui sera disponible aux alentours du 25 février, dernier épisode avant nos vacances, après on ne sera pas disponible pendant quelques temps. On a prévu, Morgane et moi, d'aller voir All of Us Strangers. Alors le nom, c'est je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est... le film avec Paul Mescal et Andrew Scott. Qui était dans la série Sherlock. LGBT, oui. Oui, qui a pas l'air bien, mais on va quand même y aller. Enfin, c'est pas bien de dire ça, mais bon, il y a beaucoup de mauvais échos dessus. Bon, après, c'est le marronnier de Arrêt Caméra, donc on va voir le prochain Hong Sang-soo, on va voir World Cup. C'est surtout mon marronnier à moi, mais... Ah bah oui, mais moi je suis obligée de suivre, il n'y a pas le choix. On va voir l'Empire de Bruno Dumont aussi. Oui, et pour la partie VOD, on n'a pas encore choisi. Comme cet épisode n'avait pas, on ne sait pas. Février, c'est pas toujours la bonne période pour le cinéma VOD, SVOD. C'est ça. Donc on risque de faire un rattrapage. Mais je veux rien dire au cas où ce sera pas le cas, voilà. Mais ce sera sûrement un rattrapage de quelque chose qu'on n'a pas vu ni mis en avant. D'ici là, on vous dit bonne écoute. Si vous voulez nous soutenir, tous les liens sont en description, que ce soit pour nous envoyer un mot gentil, des compliments, pas d'insultes s'il vous plaît, ou pour nous soutenir financièrement. Comme je disais, on a mis les liens en description. Et puis d'ici là, on vous dit à la prochaine et... Bonne écoute.